Ce type est un perdant faible du lycée qui est harcelé et largué par la reine, mais ensuite il débloque une compétence puissante et va se venger. Et en chemin, il rencontre une princesse elfe séduisante qui le désire autant qu'Amaru veut son Coca-Cola. Un jour, un garçon nommé Tuka s'est réveillé de sa sieste après avoir rêvé de son passé douloureux où il subissait la violence domestique de la part de son beau-père quand il était enfant, sous les yeux de sa mère qui ne se souciait pas de lui. Il a trouvé un de ses camarades de classe en train de harceler une fille nommée Ayaka. Le tyran Shogo a pris le roman d'Ayaka qu'elle lisait pendant le trajet en bus et a continué à se moquer d'elle devant tout le monde, y compris ceux qui ne faisaient pas attention au paysage extérieur, même si Ayaka était la déléguée de classe. Tuka pensait que s'il essayait d'arrêter Shogo, il aurait l'air cool devant tout le monde, mais il se considère juste comme de l'air qui n'a aucun impact sur rien, et personne ne lui prêtera la moindre attention. Ayaka n'arrêtait pas d'essayer de récupérer son roman, mais il a refusé et lui a dit qu'il lui donnerait le roman en échange des informations sur Ran. Shogo a été surpris par son comportement soudain et a éclaté de rire, taquinant 2 personnes à la fois au lieu d'une jusqu'à ce que Takuto, les étudiants d'élite assis à l'arrière du bus, sont intervenus et lui ont dit de lui rendre son roman. Shogo a suggéré de passer le temps en harcelant Toka, mais Tokuda a refusé et a dit qu'il ne se souciait pas de lui, mais qu'il devrait raconter l'histoire à Ayaka parce qu'il était dégoûté par son harcèlement. Shogo s'assoit alors dans son siège et commence à harceler Tomoaki à nouveau. Le héros, assis juste devant, et lui demande pourquoi il l'ignore et ne prend pas l'initiative de faire quelque chose au lieu de la Tuka inutile. Le bus était silencieux pendant un moment jusqu'à ce que tout le monde soit surpris de découvrir qu'ils avaient été téléportés dans un endroit inconnu et que le bus avait disparu. Ils ont cherché autour d'eux un indice ou un signe pour leur dire où ils étaient, puis ont été surpris par l'apparition de la déesse Vicias, les accueillant dans son monde. Ensuite, elle leur a dit qu'elle les avait invoqués de leur monde et qu'ils étaient maintenant dans le royaume d'Alian pour vaincre les forces du mal connues sous le nom de Grand Empire Démon, et il est reconnu dans ce monde que les forces du mal. Les héros apparaissent à intervalles réguliers, et à chaque fois, ils doivent invoquer des héros d'un autre monde pour les surmonter. Malheureusement pour eux, ils ont été choisis 200 ans après la dernière défaite des forces du mal, mais aucun d'entre eux ne pouvait comprendre pourquoi cela se produisait. Certains pensaient qu'ils étaient dans un rêve ou mort, ils ne pouvaient pas trouver leur bagage, et leur téléphone ne fonctionnait pas dans cet endroit. Tuka a essayé de se réveiller et s'est pincé pour se réveiller, mais en vain, tandis que Takuto a suivi le mouvement et a demandé à Vicious ce qui se passerait s'il refusait de l'aider à vaincre les forces du mal, et elle a répondu qu'aucun d'eux ne retournerait jamais dans leur monde car elle le ferait. L'essence du roi démon pour effectuer une invocation inverse et les renvoyer dans leur monde. Puis elle a ajouté qu'il y a 2 façons d'obtenir l'essence, soit obtenir le cœur du roi démon, soit prendre l'essence qui est libérée lorsqu'il est vaincu et la mettre dans un certain collier. À ce moment-là, Shogo s'est révolté et lui a dit qu'il n'avait rien à voir avec ce qui se passait ici. Ayaka était... Elle se demandait si Vicious était sûr de choisir les bonnes personnes pour sauver son monde, car ils étaient juste des lycéens sans capacité spéciale. Vicious a dit qu'ils ont tous des pouvoirs que les autres humains n'ont pas. Elle a ensuite amené un prisonnier maigre et l'a placé devant un 3. Le monstre au milieu leur a fait regarder le monstre le manger, puis l'a brûlé devant eux à la fin pour s'assurer qu'ils étaient dans un autre monde. Elle a ensuite sorti le cristal magique de test et leur a demandé de toucher le cristal pour mesurer leur force. Chaque élève a commencé à toucher le cristal et a ressenti une sensation étrange, et l'a vu briller avec des éclats et des couleurs différentes pour chaque élève jusqu'à ce que vienne le tour de Takuto, et ils ont été surpris quand il a fait éclater le cristal par la force de sa puissance. Quand il s'est demandé s'il s'agissait d'un bon signe, Vicious lui a dit qu'il était devenu le rang S en tant que héros le plus fort jusqu'à présent, tandis que Shoga... Les étudiants ont continué à mesurer leur force, et c'était amusant pour eux et pour Vicious, qui avait plusieurs héros de rang S jusqu'à ce que le tour de Tuka arrive, et quand il a touché le cristal, il a constaté qu'il brillait en violet et que sa lumière était plus faible que celle de ses camarades de classe. Vicious a demandé à l'étudiant suivant de venir mesurer sa force, ignorant le résultat de Tuka. Cependant, cela ne le dérangeait pas, car il était habitué à ce que les gens l'ignorent dans son monde d'origine, jusqu'à ce qu'il devienne comme de l'air. Ensuite, Tomohiro a évalué sa force et s'est révélé être le héros sombre, connu comme le plus fort de tous, ce qui l'a rendu fier et lui a fait sentir que son heure était enfin venue pour briller parmi tout le monde. Briller enfin parmi tout le monde. Ensuite, tout le monde a vérifié ses statistiques grâce à la condition, et Tuka a constaté que ses chiffres étaient trop bas pour se battre avec un insecte. Après un moment, Shogo a commencé à s'ennuyer des bavardages et des explications constantes de Vicious, de tout ce qui les entoure, et quand Tamatsu l'a réprimandé, il lui a dit qu'il n'était qu'un champion de classe D et n'avait pas le droit de parler à un de classe EA, champion comme ça. Tuka est surpris lorsque Vicious lui demande de rester dans une certaine zone en bas et les gardes commencent. Ensuite, elle lui explique que sa force le classe E, le plus bas de tous les héros, et comme les héros de Baran sont toujours un obstacle pour les autres, elle décide de se débarrasser de lui. Elle ajoute ensuite qu'elle lui donnerait une chance de faire ses preuves avant de mourir et décide de l'emmener dans certaines ruines où ils pourraient s'entraîner ensemble pour affronter les monstres. S'il survivait et refaisait surface, il deviendrait l'un des héros qui sauverait le monde et gagnerait le droit de vivre librement. Tuka se sentait confus par ce qui se passait soudainement autour de lui et qu'il serait banni seul dans les ruines où se trouvent des monstres et des créatures étranges. Il a pensé se sortir de cette situation et lui a dit qu'il avait une compétence unique, mais a été choqué de découvrir sa réponse que sa compétence était inutile dans ce monde et avait un faible taux de réussite, même contre les monstres les plus faibles. Et il se demanda pourquoi elle l'avait convoqué en premier lieu. Vicious continua à démolir son moral avec ses mots sur ses mauvaises statistiques et qu'il n'était qu'un vaurien qui serait un obstacle dans
leur chemin pour vaincre le roi démon. Ses camarades de classe commencèrent à se moquer de lui et lui dire de finir rapidement. Déplace-toi vers les ruines et arrête d'agir de façon si pathétique. Puis Tomohiro s'est approché de lui et lui a tapoté l'épaule, et il s'est souvenu quand ils s'entraidaient dans le passé quand l'un d'entre eux était harcelé et battu. Mais quand il a dit son prénom sans surnom, il l'a réprimandé et lui a ordonné de montrer du respect pour ses aînés. Et il ne fit plus aucune différence avec les autres après avoir possédé un pouvoir qu'il n'osait alors rêver. Puis, avec cruauté, il commença le rite de passage et lui donna une misérable pochette en cuir comme outil unique pour correspondre à son pouvoir nul, et lui dit que le bijou à l'intérieur brillerait quand il y verserait sa magie. Avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, ils ont tous été surpris lorsqu'Ayaka s'est opposé à son exil en tant que camarade de classe. Vicious l'a donc attaqué sans hésitation, la rendant inconsciente, puis est retourné pour compléter le rituel de transition. À ce moment-là, deux Vishya n'ont pas pris la peine de bloquer son attaque futile, et lui ont dit que ses compétences minces seraient inutiles contre une déesse comme elle, car elle a une aura constamment active autour de sa barrière protectrice. Takuto a lancé un sort pour s'assurer qu'il pouvait utiliser ses compétences, tandis que les autres continuaient de regarder Tuka avec des regards de ridicule et de mépris, le faisant se sentir honteux de lui-même. Et puis, il s'est souvenu quand il pleurait dans la salle de classe. Son ami lui a dit de ne pas essayer de se retenir et de prétendre être inoffensif car ce n'est pas qui il est vraiment. Puis il leva la tête et leur dit de leur montrer qui il est vraiment. Et Tuka a juré de revenir de l'enfer pour se venger de la déesse qui l'a humilié. Après avoir atteint les ruines, il a versé sa magie dans le joyau du sac en cuir pour éclairer un peu l'endroit et s'est retrouvé au milieu de nombreux squelettes. Et quand il a senti que quelque chose n'allait pas dans ces ruines, il a été surpris par une attaque soudaine d'un des monstres, mais il a réussi à l'esquiver à temps. Puis il a commencé à courir aussi vite qu'il pouvait, se sentant paniqué parce qu'il ne pouvait pas se défendre. Puis il a pensé pendant une seconde qu'il n'avait pas peur, mais plutôt frustré d'être sacrifié si facilement. Et quand il a trébuché en chemin et que le monstre s'est rapproché de lui, il a senti qu'il allait mourir. Alors il a décidé d'utiliser toutes les compétences qu'il avait et a été surpris de réussir à immobiliser le monstre pendant un certain temps. Tuka a continué à courir, se sentant chanceux d'avoir survécu jusqu'à ce moment. Mais bientôt, il a trouvé un autre monstre qui l'attendait et a commencé à s'approcher de lui. Alors, il a utilisé la capacité de paralysie et a découvert que ça marchait à nouveau. Et il a réalisé qu'il avait peut-être des compétences et des capacités spéciales que personne dans ce monde n'avait remarqué. Puis il a vérifié ses statistiques et a constaté qu'il ne lui restait qu'un point de mana. Alors, il a décidé d'utiliser le poison sur le monstre devant eux et a commencé à saigner de tout son corps. Et malheureusement, le premier monstre a retrouvé sa capacité à bouger après que son mana soit épuisé et Tuka s'est retrouvé piégé entre les deux monstres. Et il est resté debout entre eux dans l'espoir que quelqu'un viendrait le sauver. Mais quand il se souvenait des réactions de ses collègues à son égard, en exil, il a décidé de compter sur lui-même et de ne pas attendre l'aide des autres pour survivre. Tuka essaie d'utiliser à nouveau la capacité de paralysie sur le monstre qu'il a laissé derrière, mais se rend compte qu'il ne peut pas utiliser la même compétence de manière cohérente sur un monstre particulier. Alors, il décide d'utiliser la capacité de sommeil et réussit à rendre le monstre temporairement inconscient. Puis il commence à se sentir fatigué à cause de l'épuisement de son énergie magique et bientôt, il trouve un groupe de monstres venant vers lui. Il a décidé de prendre un risque et de les attaquer malgré le manque de mana. Et bien qu'il ait réussi à en immobiliser certains, leur nombre a continué d'augmenter. Comme il continuait à se battre pour sa vie, sa force a commencé à faiblir et il sentait qu'il avait atteint sa limite. Lorsqu'il a décidé de lancer sa dernière attaque avant de mourir, il a été surpris de constater que son niveau avait été élevé à 258, augmentant ainsi toutes ses statistiques et régénérant ses points de mana. Puis il a décidé de continuer à se battre après avoir réalisé que ses statistiques avaient augmenté en flèche après avoir réussi à tuer l'un des monstres. Et en immobilisant les monstres, il a découvert qu'il pouvait attaquer plus d'un monstre à la fois et est devenu convaincu qu'il pourrait survivre aux ruines de l'exil et retourner à la surface de la Terre. Il a donc décidé de considérer les monstres des ruines comme une source principale de points d'expérience pour améliorer son niveau et a constaté qu'il augmentait le niveau de toute capacité qu'il utilisait sur plus d'un monstre. Après avoir examiné son état, il a constaté que ses statistiques avaient trop augmenté et a décidé de faire attention à ses points de mana et d'essayer de les préserver autant que possible pour pouvoir utiliser ses capacités. Et quand il a causé la mort d'un autre monstre, son niveau a augmenté jusqu'à 277. Avec le temps, il a continué à améliorer ses statistiques en tuant des monstres et en utilisant de mieux en mieux ses compétences, jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau 500 et soit surpris de voir les monstres fuir devant lui. Alors il a cherché autour de lui pour trouver des outils utilisables. Après ça, Tuka a décidé de chercher de la nourriture et de l'eau, mais il n'a trouvé que des monstres et des cadavres en décomposition. Il a donc dû attendre que son poison se dissipe et les manger, mais il ne supportait pas leur goût acide. Tuka s'est allongé à côté des corps en pensant que les ruines sont un endroit créé pour détruire tous ceux qui y sont exilés, ce qui rend le manque de nourriture et de boissons logique. Puis il a remarqué que la couleur de sa sacoche en cuir avait changé et que sa taille était devenue plus lourde, alors il a cherché à l'intérieur et a été surpris de trouver nourriture et boissons à l'intérieur. Alors, il n'a pas hésité à les manger. Quelques jours plus tard, Tuka était assis au sommet des ruines après que la scène ressemblait à un massacre qu'il avait causé, et il sentait qu'il commençait à se déshumaniser. Et il se souvint de son enfance, lorsque son oncle et sa tante étaient venus le prendre et lui offrir la stabilité et la chaleur qui lui manquaient dans la maison de sa famille. Il l'a ensuite comparé à sa situation actuelle et n'a ressenti aucun remords pour avoir pris
tant de vie, et a décidé de s'accepter tel qu'il était sans aucun fardeau, et a continué à écraser les monstres sur son chemin et à augmenter ses statistiques. Après cela, il est arrivé quelque part à l'intérieur des ruines, et a senti que l'atmosphère était quelque peu différente autour de lui. Et lorsqu'il est entré dans l'une des pièces, il a trouvé 2 cadavres se tenant par la main, et a réalisé qu'ils étaient revenus jusqu'ici, et avaient décidé d'accepter leur mort sans résistance. Ensuite, il a trouvé un tas de bijoux dans leur bagage, alors il a décidé de les prendre, au cas où il en aurait besoin lorsqu'il atteindrait la surface. Et quand il est entré dans une autre pièce, il a remarqué que le cristal de la porte consommait une grande quantité de son mana pour l'ouvrir, et a trouvé un corps au centre de la pièce avec une enveloppe. Et Tuka a découvert qu'il pouvait lire la langue de ce monde, et a découvert que le corps appartenait à une personne nommée Anglin, qui était un ancien champion des ténèbres. Et puis il se souvenait que ce pouvoir Tomohiro avait reçu dans le mesureur de puissance. Il a continué à lire le message et a réalisé que Vicious l'avait envoyé aux ruines par nécessité. Et avant de mourir, il voulait faire confiance à la personne qui trouverait son corps avec quelque chose qu'il pourrait obtenir. Tuka était en colère contre les actions de Vicious, et en est venu à croire qu'elle est plus maléfique que le démon qu'elle veut qu'il vainque, et a admis qu'il n'est pas différent d'elle, dans le sens où il cherche à se venger et ne se soucie pas de sauver le monde. Ensuite, il a été surpris qu'Anglin ait pu trouver le livre complet des arts interdits, et a découvert qu'il contient des recettes de médicaments et d'outils magiques qui pourraient lui être bénéfiques plus tard. Alors il a décidé de le garder. Ensuite, il a trouvé un parchemin sur la magie interdite, mais il ne pouvait pas le lire, et a pensé que s'il pouvait le déchiffrer et l'utiliser, il pourrait réussir à vaincre Vicious. Et quand il a continué à lire le livre, il a trouvé un avertissement d'une entité connue sous le nom de Mangeur d'âme, et a été choqué d'apprendre qu'il était le cause de la mort de tous les cadavres présents dans ce lieu. Tuka a continué son chemin à l'intérieur du lieu avec prudence, jusqu'à ce qu'il trouve une grande porte avec un cadenas bleu. Il espérait que la porte le conduirait au toit pour pouvoir s'échapper, avant que le dévoreur d'âme ne le trouve, mais il a vite trouvé une statue en forme d'humain, face avec un joyau blanc au centre de son front. Quand il a essayé d'utiliser l'une de ses capacités, un laser est sorti de la statue et a directement attaqué sa main. Tuka a attaché sa main avec un tissu pour arrêter le saignement et a pensé à une solution pour obtenir le joyau sans se blesser après avoir réalisé que ce visage est le mangeur d'âme. Puis il a été surpris lorsque le mangeur d'âme est sorti de derrière les murs de lui-même et a commencé à s'approcher de lui. Il a réalisé que ce serait son dernier combat avant de parvenir à la surface et a décidé de fuir pour sauver sa vie. Pendant ce temps, une fille mystérieuse était à l'extérieur des ruines après être arrivée là par accident et a décidé d'attendre quelqu'un près de la porte. De l'autre côté, Tuka trouve le Soul-Eater crachant un liquide contenant les cadavres de monstres anciens. Il se rend compte qu'ils ont été envoyés aux ruines pour s'en débarrasser et les amène délibérément à lui pour lui montrer comment ils sont morts et tester sa réaction. Sans avertissement, le mangeur d'âme poussa un cri strident insupportable. Il décida de passer à l'offensive et immobilisa les cadavres, mais hésita à utiliser du poison sur eux, même s'ils étaient déjà morts, ressentant une pression énorme en raison du siège du mangeur d'âme. Après avoir refusé d'utiliser son pouvoir sur les cadavres et avoir continué à battre en retraite, il s'aperçut que le dévoreur d'esprit aimait le torturer psychologiquement. Et il a continué à invoquer de plus en plus de cadavres jusqu'à ce qu'il soit piégé, pleurant de peur et suppliant quelqu'un de le sauver de cette situation. Mais bientôt, il réalise qu'il est proche du visage du dévoreur d'âme et décide de l'immobiliser pour l'empêcher de contrôler les corps pendant un certain temps. Le mangeur d'âme est choqué lorsque Tuka lui dit que tout ce qu'il a fait jusque-là, c'était un acte pour le forcer à garantir la victoire et à le sous-estimer, jusqu'à ce qu'il atteigne le stade de la confiance excessive et réussisse à éliminer son dernier adversaire dans les ruines, et réalise que la raison de sa survie est sa décision de revenir à sa véritable personnalité et d'arrêter de jouer le rôle du gentil et amical Tuka, et continue de torturer le mangeur d'âme jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. À ce moment, les fantômes des héros morts apparaissent devant lui, et le féliciter pour son succès à sortir vivant des décombres. Puis Anglin s'approche de lui et lui demande de se débarrasser de Vicious pour eux tous. Ensuite, Tuka prend le joyau du mangeur d'âme avec l'intention d'écraser Vicious en le voyant, et quand il le met dans la porte, il voit enfin la lumière du soleil et retourne à la surface de la Terre. Pendant ce temps, les autres étaient dans les bois à tuer des monstres pour gagner des points d'expérience. Et pendant que tout le monde profitait de leur temps de carnage, Kobato tremblait de peur et ne pouvait se débarrasser d'un seul monstre. Asahi s'est approché d'elle et lui a dit de ne pas s'éloigner pendant le combat, sinon elle risquait de mourir. Puis a ajouté qu'au fil du temps, leur classe se diviserait en différents groupes et escouades en raison du système de classement, et qu'elle avait l'intention de l'inclure dans son groupe. Elle a commencé à l'encourager à être forte afin de vaincre le roi démon et de gagner un statut élevé lorsqu'ils sont revenus dans le monde réel. Elle a ensuite ordonné à ses partisans d'amener le monstre mourant et lui a dit de l'achever, ou elle serait éliminée comme la déesse l'avait fait avec Tuka. Kobato a pris son épée et s'est précipité pour poignarder le monstre et lui ôter la vie. Asahi a ensuite annoncé qu'elle rejoignait son groupe, tandis que Kobato se rappelait à quel point Tuka avait été gentil et paisible dans le passé et continuait de pleurer. De l'autre côté, Ayaka a repris conscience et s'est souvenu de ce qui s'était passé au temple lorsque Tuka. Ayaka a été bannie, alors elle a décidé de rencontrer Vicious, qui a fait semblant d'être triste d'avoir dû bannir Tuka en se basant sur les rituels du royaume extraterrestre qui avaient été établis au fil des années. Ayaka a été surprise d'apprendre que le rituel était encore en vigueur.
alors que tous ses camarades de classe sont allés dans les bois pour voir s'ils avaient le courage d'affronter les monstres. Et beaucoup d'entre eux ont été éliminés sans hésitation. Ayaka était furieuse et a dit à Vicious qu'elle n'aimait pas la façon dont elle gérait la sélection des héros. Vicious lui a dit qu'elle pouvait tolérer une légère différence d'opinion, mais qu'elle était chargée de suivre la politique du royaume. Ayaka a suggéré qu'elle fasse de son mieux pour compenser les étudiants qui n'ont pas réussi à passer le test en échange d'un pardon. Vicious a accepté sa suggestion et lui a proposé de lui serrer la main et de s'excuser de l'avoir frappé plus tôt. Après le départ d'Ayaka, elle s'étonnait de la froideur de ses mains. Pendant ce temps, la fille mystérieuse courait à travers la forêt sombre pour échapper aux gardes saints qui la poursuivaient. Jabin a suggéré qu'il la ramène et arrête de la poursuivre, mais Ashura a insisté pour s'amuser un peu en la rattrapant. Zarash leur a dit qu'il devrait veiller à lui donner une leçon pour avoir tenté de s'échapper. Pendant ce temps, de l'autre côté, Tuka vérifiait ses statistiques après être sorti des ruines et a constaté que ses points de mana étaient devenus exceptionnels et qu'il pouvait mieux contrôler ses capacités après les avoir améliorées. Il a décidé de chercher un monstre à proximité pour essayer ses nouveaux trucs et s'est dirigé vers la forêt sombre pour chercher une épée. Mais il a remarqué un bruit proche dans l'herbe et a réalisé qu'il s'agissait d'un groupe de petits slimes et a remarqué qu'ils se rassemblaient tous autour d'un slime et le harcelaient. Il a décidé d'aider le petit slime et d'essayer ses nouvelles capacités et a appris comment annuler l'effet de ses capacités sur l'adversaire comme s'il était dans un jeu vidéo. Puis il a ordonné au groupe de slime de s'éloigner et le petit slime est resté seul devant eux car il n'a pas annulé l'effet de paralysie sur lui. Il lui a ensuite dit qu'il n'avait pas l'intention de se débarrasser de lui et qu'il le laisserait partir en paix, mais avant cela, il voulait s'excuser pour son retard à l'aider et la libérer avant de continuer son chemin. Mais la bave a décidé de le suivre. Et quand Tuka l'a remarqué, il a réalisé qu'il voulait rester avec lui, étant un paria du reste. Pendant ce temps, la mystérieuse fille nommée Seras parvient à s'éloigner des gardiens saints à distance de sécurité en sachant pertinemment qu'ils attendent qu'elle trouve la force de échoue à l'attraper, tandis que Tuka décide d'utiliser le slime pour voir ce qui se passe derrière lui alors qu'il est occupé à lire le livre des arts interdits. Tuka dit alors au slime qu'il est en voyage de vengeance et lui donne le choix de l'accompagner ou de partir en paix, mais le slime choisit de rester avec lui. Alors Tuka lui dit qu'il devra ravaler sa fierté jusqu'à ce qu'il obtienne sa vengeance et décide de lui donner le nom de Pigimaru. Seras, en revanche, a continué à courir jusqu'à ce qu'elle remarque que les gardes réduisaient délibérément la distance entre eux. Elle a donc décidé d'utiliser la force pour les arrêter, tirant son épée et invoquant ses pouvoirs pour prendre la forme d'un esprit. Voyou, en remarquant la présence de Tuka à proximité, les asticots ont décidé de le voler en chemin. Et Maggots était impatient d'en finir avec lui car il voulait essayer sa lame sur un corps humain. Tuka est terrifié à l'idée de faire face à 4 les gens en même temps, et d'après son expression faciale pathétique, il semble qu'il ait mouillé son pantalon, mais quand il réalise qu'ils sont après une fille et que leur passe-temps favori est de torturer les femmes et de prendre leur vie, il essaie de les contourner et de s'échapper, mais Maggots remarque bientôt cela et feint la peur et le supplie de le laisser partir. Pêche. Mais Maggots tenait à tester la puissance de sa lame pour déchirer son corps, et lorsqu'il s'est précipité pour l'attaquer, Tuka l'a surpris en l'immobilisant en utilisant son pouvoir. Et puis Tuka a réalisé que ses capacités sont également efficaces sur les humains, alors il a dit aux autres qu'ils ne sont pas aussi effrayants que les monstres des ruines, et les a décrits comme un groupe de crapules. Il a ensuite décidé de les tuer sans... Dommage surtout parce qu'il voulait d'abord se débarrasser de lui. Il a ensuite utilisé son pouvoir de poison sur eux. Tout à la fois, après les avoir éliminés et avoir collecté leurs ressources, Seras a senti leur présence disparaître soudainement et a pensé qu'ils préparaient peut-être quelque chose et était restée sur ses gardes lorsqu'elle a senti la présence d'une autre personne à une certaine distance de lui, bien qu'il ne soit pas assez fort. Sa présence inquiète l'atmosphère autour d'elle. Pigimaru apparaît de nulle part et alors qu'elle concentre son attention sur lui pour la table, Tuka apparaît de derrière et l'immobilise puis lui dit qu'elle... Il a senti son intention de l'attaquer, mais il était curieux de savoir ce que son agressivité ressentait. Alors, il a décidé de la garder temporairement paralysée, pour qu'il puisse ose parler. Quand elle lui a demandé quel était son objectif, il lui a dit qu'il était perdu et ne savait pas exactement où il était et espérait qu'elle pourrait l'aider à sortir d'ici. Il a ensuite décidé d'annuler une partie de son pouvoir pour qu'elle puisse parler normalement, et s'est excusé de ne pas lui avoir fait confiance, car il avait beaucoup traversé pour en arriver là. Seras était curieuse de lui demander au sujet des gardiens sacrés, et il lui a dit qu'il les avait éliminés en chemin, et elle était étonnée de voir comment il avait pu éliminer les 4 gardes tout seul, tandis que Tuka découvrait qu'elle avait la capacité de détecter les mensonges. Seras lui dit alors qu'elle est prête à répondre à toutes ses questions, car il est son sauveur, alors il commence à lui poser des questions et se rend compte qu'il est actuellement dans une forêt au sud du royaume d'Ulza. Quand il lui demande à propos du parchemin magique, elle lui dit qu'elle ne sait pas lire les langues anciennes, mais elle connaît quelqu'un qui peut l'aider, une sorcière taboue qui vit dans le pays des monstres aux yeux dorés. Puis elle ajoutait que c'était un pays compliqué au centre du continent et qu'il devait être prudent en s'y rendant. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il a eu l'impression un instant qu'elle ressemblait à sa tante et à son honnêteté et sa fierté, et a dit qu'elle serait libre de sa magie dans les quelques minutes après son départ. En chemin, il remarque que Pigimaru est curieux de ses actions et lui dit qu'il n'aime pas prendre des vies, mais il devra le faire selon ses propres règles et lui demande de surveiller ses arrières par crainte que Seras le poursuive après qu'elle soit libérée. Peu de temps après, Tuka est arrivé dans la ville des moulins et le gardien de la porte a été surpris qu'il ne l'ait pas
porter des armes. Alors il lui a dit qu'il était venu en réponse à l'appel pour conquérir les ruines. Et Tuka a délibérément porté une capuche pour cacher son visage afin que le garde lui permette d'entrer. Pendant que Tuka s'émerveillait de leur laxisme inattendu, comme il est entré sans être fouillé. Après cela, il est allé louer une chambre à l'auberge et a remarqué que l'aubergiste lui lançait un regard inconfortable. Il a supposé que c'était à cause de son état misérable, alors il lui a dit que ses vêtements étaient sales à cause de son long voyage. Et quand l'aubergiste a vu qu'il avait de l'argent, il a commencé à le traiter avec respect et hospitalité. Et quand il a demandé son nom, Tuka a délibérément donné un pseudonyme. Le soir, Tuka a rejoint sa nouvelle chambre et la cité des moulins. Cela lui semblait un endroit paisible où il n'a pas vu de comportement suspect chez les gens. Et en se promenant, il a décidé de chercher un magasin vendant des outils magiques. Mais il a trouvé un guilde des aventuriers sur son chemin. Il est ensuite allé dîner dans une taverne et a semblé apprécier son repas. Il a remarqué que les gens parlaient généralement à voix haute, ce qui lui faciliterait l'écoute clandestine. Chaque fois qu'il le voulait, et il a pu recueillir beaucoup d'informations du groupe d'ivrognes assis à la table voisine à propos des troupes dans le pays du continent. Quand il est retourné à l'auberge, il a décidé qu'il devait trouver la sorcière Tabou cachée dans le pays des monstres et ensuite travailler sur une solution pour améliorer Pijimaru. Il a réalisé qu'il pouvait créer une solution en utilisant un os broyé du roi squelette qui réside dans les ruines de la ville, et s'est rappelé ce que les ivrognes avaient dit dans la taverne sur les ruines et le désir du club Marcus de les conquérir. Le lendemain, Tuka est allé au club, vu le marquis Harclay, qui a assigné tous les mercenaires pour explorer le nouvel étage qu'il a trouvé dans les ruines, et récompensera ceux qui trouvent la coupe de l'œil du dragon endormi avec 300 pièces d'or, ainsi qu'une récompense pour tout trésor trouvé en chemin. Tuka décide d'utiliser cette quête pour trouver les os du roi des temples. Et quand il est temps d'enregistrer les aventuriers, quelqu'un harcèle une fille en capuche pendant que le reste du groupe la reconnaît à sa voix comme Seras, qui a une grande prime sur sa tête et est connue comme la chef des chevaliers des dieux. Le moine continue de flirter avec elle quand il soupçonne qu'elle ressemble à Seras et lui dit qu'il l'a rencontrée à un dîner et qu'elle était très belle, bien qu'elle l'ait traitée avec mépris. À quoi elle répond avec colère qu'elle ne se souvient pas de l'avoir rencontrée auparavant. Il était furieux et disait qu'elle le traitait toujours de la même manière, ce qui l'a amené à mémoriser ses traits du visage et à dire à tout le monde qu'elle était une elfe d'une famille noble, et la nouvelle de sa fuite de sa patrie s'est répandue. Et quand il a osé enlever son capuchon pour prouver à tout le monde qu'elle était une elfe grâce à ses oreilles, il a été surpris de voir qu'elle avait des oreilles humaines et que ses traits du visage étaient différents. Seras se présente sous un faux nom et fait semblant d'être une personne différente de celle dont Monk parle, et finit par être la risée de tout le monde après tout le vacarme qu'il a fait et décide de partir avec du ressentiment contre elle. Après cela, Tuka est allé faire du shopping avant la mission, et en chemin, Seras s'est approché de lui et lui a demandé pourquoi il était au club. Il lui a dit qu'il était venu pour la mission de reconnaissance et l'a averti au sujet de Monk car il avait commencé à entretenir un ressentiment envers elle. Il a remarqué qu'elle essayait délibérément d'éviter de parler aux autres. Cependant, il n'a pas hésité à demander son aide pour que les marchands ne le trompent pas lors de l'achat d'outils et lui a proposé une grosse somme d'argent qu'elle a accepté parce qu'elle avait besoin d'argent pour le voyage et que cela profiterait à tous les deux. Ils ont décidé d'utiliser leur pseudonyme pour s'identifier et Tuka n'était pas « ça me dérange ». Ensuite, ils sont allés faire du shopping ensemble pour des outils et des armes, et Seras a pu l'aider à économiser beaucoup d'argent et acheter de l'équipement moins cher que prévu, donc il l'a bien payé pour son aide. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle est tombée dans ses bras épuisée. Tuka a remarqué qu'elle avait des poches sous les yeux et lui a dit qu'elle n'avait pas dormi depuis plusieurs jours et est partie, rapidement. Alors il a décidé de l'ignorer et de se concentrer sur sa mission. Après cela, il est entré dans les ruines de Mills et a été surpris par un groupe de personnes fuyant après avoir vu le monstre taureau. Et quand il est apparu devant lui, il a pu l'éliminer facilement. Et quand ils sont revenus avec leur chef, Tuka s'est caché de la vue et ils ont été surpris quand ils ont vu le monstre taureau mort et ont pensé que le mercenaire qui l'a attaqué a réussi à se débarrasser de lui avec un simple dag. Il a ensuite vérifié ses statistiques et a remarqué qu'il ne gagnait pas beaucoup de points d'expérience dans les ruines. Alors il a décidé de bouger légèrement pour ne pas attirer l'attention. Il a entendu Monk et ses partisans les inciter à se débarrasser de Cérès pour se venger de l'humiliation, lui devant tout le monde, et a juré de la donner à manger au monstre une fois qu'elle serait morte. Tuka a décidé de les affronter directement, et quand ils ont vu que c'était juste un garçon sur leur chemin, ils ont décidé de se débarrasser de lui. Il a essayé de faire semblant d'avoir peur pour leur faire se sentir mieux jusqu'à ce qu'il réussisse à les paralyser, et ensuite il se sentait mal parce que son comportement lui rappelait ses parents. Il a ensuite décidé de s'en débarrasser sans perdre de temps ni éprouver de remords, et a continué son chemin vers le nouvel étage dans les ruines, mais il a senti qu'il avait besoin de se reposer un peu avant d'entrer dans le nouveau plancher. Alors il a fait une sieste dans l'une des chambres avec Pijimaru qui le gardait. Après s'être réveillé et avoir repris son chemin, il a trouvé un groupe d'aventuriers rassemblés de manière suspecte. Lorsqu'il les a approchés, ils lui ont dit qu'ils avaient remarqué que des monstres mouraient de manières étranges à des endroits aléatoires, peu importe leur puissance, et ils ne pouvaient pas identifier le coupable. Le chef du groupe Sword Tiger, Lily, a décidé de retirer le groupe de la mission d'exploration pour leur sûreté et proposé de les accompagner à la surface, mais il a insisté pour continuer son chemin, alors ils lui ont demandé d'informer le reste des aventuriers. Tuka a continué son chemin à travers les ruines après avoir délibérément caché le fait qu'il était celui tuer les monstres,
réalisait que répandre la nouvelle des morts suspectes des monstres pourrait jouer en sa faveur pour réduire le nombre d'aventuriers dans les ruines. Après cela, Tuka atteignit la salle contenant la coupe de l'huile du dragon, et lorsqu'il s'en approcha, il trouva ce qui ressemblait à une statue d'un énorme dragon, mais il devina que la chose pouvait bouger. Or, il a utilisé la capacité de paralysie, puis il a confirmé sa supposition et s'en est débarrassé sans effort. Ensuite, il a pris la tasse et a été surpris lorsque Saras est entrée dans la pièce et lui a dit qu'elle pensait qu'elle serait la première à arriver après le retrait des autres. Il a proposé de prendre la tasse si elle en avait besoin. Il et se demandait qu'il ne dérangeait pas de lui donner la tasse gratuitement, et elle refusait de l'accepter gratuitement. Avant qu'il ne quitte la pièce, il lui a dit que son objectif était d'éliminer un monstre dans un lieu secret dans les ruines et lui a conseillé de se reposer avant. Elle s'est effondrée, mais elle a proposé de l'accompagner en bas pour le protéger en échange du Graal. Tuka a réalisé qu'elle était têtue et ne le laisserait pas partir sans lui donner quelque chose en retour. Alors, il a accepté de l'emmener avec lui à condition qu'elle ne lui demande aucun détail personnel, et qu'il lui faudrait une journée entière pour revenir à la surface, et que cela ne le dérangerait pas si elle souhaitait retourner seule avant cela. Il était curieux de savoir ce qu'elle connaissait des monstres, et elle lui a dit que les monstres aux yeux d'or sont les proies parfaites pour les héros d'un autre monde qui veulent monter de niveau, et ils ne gagnent aucun point pour tuer d'autres créatures. Tuka a alors compris pourquoi il n'avait rien obtenu pour avoir éliminé les gardiens sacrés. Elle lui a ensuite expliqué que les monstres aux yeux dorés sont à l'origine influencés par le démon. L'énergie du roi est liée à son essence et certains d'entre eux sont capables de former des relations positives avec les humains. Tuka fait le lien et conclut que la couleur or est considérée comme un mauvais présage dans ce monde. Et pour lui, elle symbolise Takuto, le garçon doré et prétentieux de sa classe. Alors qu'ils continuent leur chemin, Saras sent un autre monstre près d'eux et réalise qu'elle veut dire Pijimaru, alors il lui dit qu'ils sont partenaires et qu'ils ne constituent pas une menace pour eux. Tuka décide qu'il devrait se reposer un moment et lui dit de se détendre. Ensuite, il lui lance un sort de sommeil pour l'aider à dormir profondément et elle reprend sa forme originale. Pendant ce temps, des chevaliers enquêtent sur la mort de les gardiens sacrés sans aucune trace d'une bataille sanglante, et si vite, l'humain le plus fort de tous les temps, réalise que c'est l'œuvre de Saras, et est enthousiaste de voir plus de son pouvoir à l'avenir. Après un certain temps, Saras s'est réveillée et a trouvé Tuka dormant à proximité, qui s'est réveillée lorsque Pijimaru s'est dirigé vers elle. Puis, ils ont continué leur chemin à la recherche du monstre, jusqu'à ce qu'ils atteignent une certaine pièce, et ont alors entendu un bruit s'approchant fortement, alors ils ont reculé, et bientôt le mur s'est effondré et un énorme monstre est apparu à travers lui, et ils ont réalisé en le voyant que c'était le roi des temples. Saras lui dit alors qu'ils doivent détruire la partie argentée au centre de sa poitrine pour pouvoir le vaincre, mais qu'ils doivent élaborer un plan pour atteindre cette partie car le roi des temples est si fort que les tigres épais n'ont peut-être aucune chance contre lui. Tuka remarque le regard constant du roi squelette sur Saras et réalise qu'il la considère comme le véritable danger. Saras décide d'utiliser son pouvoir et passe à l'offensive, lui demandant de garder ce qu'il est sur le point de voir secret et s'excusant de ne pas pouvoir le faire. Protège-le car le monstre a dépassé ses attentes. Avant que le monstre ne puisse les attaquer, Saras fut surpris de pouvoir l'immobiliser sans le toucher et utilisa son poison. Le pouvoir est l'a terminé en quelques secondes. Après être mort, il a réussi à obtenir ce qu'il voulait des os et a dit à Saras qu'il était prêt à répondre à toutes les questions après être remonté à la surface. En sortant, il a remarqué Pijimaru se déplacer dans une certaine direction et a réalisé qu'il y avait quelque chose là-bas. Lorsqu'il s'est approché, il a remarqué quelque chose enveloppé dans un tissu. Il l'a donc découvert et c'était un gros œuf, alors il a décidé de le ramener à la maison selon les souhaits de Pimaru. Pendant ce temps, le reste des étudiants souffraient dans les ruines après l'apparition des chevaliers squelettes qui les ont attaqués sans pitié. Ayaka doutait de pouvoir les vaincre avec son arme actuelle et a décidé de gagner du temps pour que les autres puissent s'échapper. Cependant, Shogo et Takuto ont réussi à les terminer facilement avec des super pouvoirs, et Takuto s'est vanté d'avoir atteint le niveau 24 après avoir vaincu les chevaliers, pensant qu'il avait atteint son niveau le plus fort. De l'autre côté, Saras a remis la coupe de l'œil du dragon au Marcus Club sous l'étonnement général. Ensuite, elle a quitté le club et a rencontré Tuka, lui disant qu'ils organiseraient une cérémonie pour elle demain afin de lui remettre sa récompense. Il lui a demandé de parler en privé pendant un moment et ils ont convenu de se rencontrer dans sa chambre le soir. Le soir, Tuka travaillait sur une solution pour améliorer les slimes en utilisant les os du roi squelette lorsque Saras est arrivée à l'heure et s'est demandé pourquoi il voulait l'engager comme garde du corps afin qu'elle puisse gagner plus d'argent, même si elle en avait beaucoup grâce au bonus du club Marcus. Il lui a dit que son objectif principal maintenant était de trouver une sorcière taboue dans le pays des monstres aux yeux dorés et voulait qu'elle vienne avec lui. Elle lui a dit qu'elle avait l'intention de voyager au duché du Nato et considérait la mission appropriée pour elle car la Terre se trouve dans la même direction que le duché. Mais quand elle a hésité à accepter sa demande, il lui a donné le temps de réfléchir et puis lui a dit qu'il savait la véritable identité après qu'elle ait dormi dans les ruines de Mills en raison de sa capacité et lui a assuré qu'elle avait aucune intention de la trahir et avait besoin de ses capacités de combat pendant son voyage. Elle lui dit qu'elle utilise le pouvoir des esprits pour cacher son identité. Et en retour, elle doit renoncer à son désir de dormir et explique pourquoi les gardiens sacrés la poursuivent. C'est parce qu'il voit soudain sa véritable forme, ce qui rend difficile pour elle de voyager. Tuka décide de réciproquer sa confiance en lui disant son vrai nom et en lui demandant de garder son nom secret, pensant que de cette façon, il réussira à établir un lien. Vous allez avec lui. En sachant de nombreux secrets l'un sur l'autre. Après avoir accepté d'être sa garde du corps et lui avoir dit son vrai nom, il lui a donné
un joyau comme paiement, mais elle a été surprise quand elle a vu le joyau et lui a dit que c'était un joyau de dragon bleu qui se trouve rarement dans les dragons légendaires, ce qui le rend plus précieux que la coupe de l'œil du dragon. Elle a alors hésité à prendre un objet aussi précieux comme paiement pour son travail et lui a dit que les bijoux ne devraient pas être donnés si facilement, mais il a insisté pour le lui donner et lui a dit qu'elle pouvait le jeter si elle n'en voulait pas. Elle hésita avant de lui dire qu'elle était considérée comme une fugitive et qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ignorait à propos de son passé. Il lui répondit qu'il ne cherchait pas à être indiscret et qu'il voulait juste qu'elle soit au mieux en tant que sa tutrice. Elle réalisa qu'il était attentionné. Le lendemain, ils se sont assis pour le petit déjeuner dans un bar et les gens ont commencé à parler d'eux comme des amoureux et à commérer à leur sujet. Touka a dit à Seras de les laisser dire ce qu'ils voulaient, puis lui a demandé ce qu'elle savait de la magie interdite. Elle lui a dit que selon la déesse Vicious, c'était un sort ancien qui avait été interdit par son ordre et il en a déduit que la déesse l'avait délibérément interdit. Ensuite, Saras est allé recevoir son prix du club Marcus et ils ont convenu de se rencontrer à midi, puis Touka est allé dans la forêt pour essayer la solution sur Piggy Maru. Ensuite, le marquis Harclay a prononcé son discours lors de la cérémonie et a informé tout le monde qu'il avait fait appel à un magicien spécialisé dans la dissipation des illusions pour s'assurer que le trophée que Seras avait apporté au club était véritable. Pendant ce temps, Ayaka a rencontré Vicious après leur... Ayaka a demandé avec impatience à propos de sa coéquipière Sakura, qui a perdu sa main pendant la bataille, et Vicious l'a assuré qu'elle guérirait facilement et lui a dit que ses sorts de guérison sont uniquement utilisés sur les héros de haut rang. Lorsqu'on lui a demandé si elle envisageait de rejoindre le groupe de Tokuto, elle a dit qu'elle ne pensait pas pouvoir s'entendre avec lui dans son état actuel, mais a été surprise lorsque Vicious l'a traité d'égoïste et a dit que c'était à cause de son égoïsme que la classe B ne s'entendait pas. Ayaka a remarqué qu'elle feignait la tristesse et la pitié pour lui faire appel, mais elle a insisté pour refuser de rejoindre Tokuto. Elle lui a dit que cela signifiait qu'elle tournait le dos à un monde en quête de rédemption et qu'elle avait décidé de lui confier la responsabilité de s'occuper et de former les étudiants qui n'avaient pas réussi le test. Ayaka était surprise qu'elle en reparle, pensant qu'elle s'était déjà mise d'accord sur tout. Elle lui a dit qu'elle avait reçu un ordre royal il y a quelques jours pour se débarrasser de tous les héros qui ne pouvaient pas se battre. Et Ayaka a réalisé que c'était devenu un moyen de faire pression sur elle. D'autre part, Touka a attendu Saras si longtemps qu'il a commencé à soupçonner que quelque chose lui était arrivé ou qu'elle l'avait soudainement abandonné et a décidé d'aller voir par lui-même. En chemin, il a entendu un groupe de personnes parler de sa fuite vers les forêts sombres et a été surpris de voir les cavaliers de Dragon Noir voler au-dessus de lui. Pendant ce temps, Saras fuyait à toute vitesse dans les bois sombres après avoir été découverte. Quand elle a réalisé que les cavaliers de Dragon Noir approchaient, elle a décidé de les affronter et utiliser son pouvoir pour se débarrasser d'eux, mais elle avait du mal à utiliser son plein pouvoir à cause de la capacité de dissiper les illusions. Puis, elle se demanda pourquoi il y avait un dragon derrière elle sans cavalier, et réalisa que c'était juste Appa. Elle s'est précipitée pour confirmer son intuition et a trouvé Gison qui l'attendait. Il a juré de s'assurer qu'elle mourrait avant de quitter la forêt et a continué à l'attaquer jusqu'à ce qu'elle trébuche et perde son épée. Gison a vu cela comme l'occasion parfaite pour profiter de son temps avec elle avant de s'en débarrasser, et pendant qu'elle souhaitait pouvoir utiliser toute sa puissance, Touka est apparu de nulle part et a immobilisé Gison sans s'en rendre compte, puis a utilisé sa capacité de poison non mortel pour le maintenir en place alors qu'il souffrait en silence. Saras va le voir et lui dit qu'il se met peut-être en danger en restant avec elle car elle sera traquée par les chevaliers du Dragon Noir et veut lui rendre ce qu'il lui a payé et annuler leur accord. Alors, il lui donne un sac contenant tous les joyaux du Dragon Bleu et lui dit qu'il veut toujours qu'elle vienne avec lui. Saras est surprise lorsque Touka lui demande d'enlever ses vêtements et découvre qu'il lui a apporté un autre déguisement et lui suggère d'essayer de convaincre une sorcière taboue. Prenez-la quand il la trouve. Saras est curieuse de savoir pourquoi il irait aussi loin pour elle. Il a répondu qu'elle lui rappelle quelqu'un, même s'ils ne se ressemblent pas, mais qu'ils ont la même aura, et que s'il la quittait, il aurait l'impression d'avoir abandonné sa tante. Trouvant que vaincre le Dragon Noir et son chevalier n'est pas suffisant pour augmenter son niveau, il décide d'interroger Gison sur cela. Échanger contre son pardon. Il leur a dit qu'il ne s'en sortirait pas en s'opposant au chevalier Dragon Noir, et quand Saras lui a demandé qui il voulait tuer, sa tête a été écrasée avec une lance avant qu'il ne puisse dire un mot. Puis ils ont été surpris par l'arrivée du chevalier le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Sivat et Touka a ressenti une aura terrifiante à sa vue. Lorsque Sivat a atterri devant eux avec les 5 chevaliers, Saras a remarqué qu'il manquait un chevalier. Pendant ce temps, un vieil homme nommé Ortola se réveilla terrifié après avoir fait un cauchemar à propos de Saras et se souvint qu'il l'avait laissé s'échapper auparavant pour que Sivat ne l'attrape pas et il la supplia de disparaître de ce monde en échange de n'importe quoi. Saras a ressenti l'appel d'Ortola avant sa mort, pendant que Sivat et ses partisans débattaient de ce qu'il fallait faire à son sujet jusqu'à ce qu'il décide de la défier en duel. Et si elle gagnait, elle pourrait partir en paix pour tester toute sa force dans un vrai combat. Touka, qui était figé de peur et avait l'impression que quelqu'un avait un couteau autour de son cou malgré la distance entre eux, lui a demandé de parler un peu en privé. Lorsque Sidit lui a demandé son nom et a réalisé qu'il utilisait un pseudonyme, il a été intéressé de connaître l'histoire derrière. Schweiz s'est demandé pourquoi il était soudainement intéressé par Touka et a répondu qu'il l'était. Seyid se tenait devant les 5 cavaliers sans avoir peur, mais attendait plutôt une occasion de les attaquer, et Tuche réalisa que l'intelligence de Seyid n'était pas à sous-estimer. Curieux de savoir pourquoi il avait choisi d'affronter Seras alors qu'il y avait beaucoup de choix.
des adversaires puissants dignes de l'affronter, comme la déesse Vicious. Il lui a dit que sa ville natale de Bacchus et le royaume extraterrestre avaient établi des liens étroits, ce qui lui a fait se concentrer sur les héros qui les avaient invoqués d'un autre monde et leur avait donné la capacité de lire. Il a atteint sa force maximale en très peu de temps, ce qui l'a amené à concentrer son attention sur les héros qu'il avait convoqués d'un autre monde. Tuka se rend compte qu'il a trop confiance en lui et que son seul désir est d'affronter des adversaires forts. Et Sivat admet qu'il a perdu tout intérêt pour sa race et qu'il enverra seulement sa tête à la princesse de Nia. Elle est choquée quand il lui dit quelle est la raison pour laquelle son royaume a envahi son pays. Pendant que Sivat bavardait, Tuka a eu une idée pour l'aider à sortir de cette situation. Il a proposé de combattre Sivat dans un duel, lui disant qu'il était un héros, venu d'un autre monde, béni par la déesse, et lui révélant sa véritable non. Sivat était choqué par son honnêteté soudaine et sa race était surpris par le fait qu'il était un héros d'un autre monde. Mais Sivat a réalisé qu'il était sincère dans ce qu'il disait et l'a averti de ne pas essayer de mentir parce qu'il a la capacité de reconnaître un mensonge. Quand il lui a demandé pourquoi il errait seul, il a répondu que sa situation est différente de celle de ses collègues. Alors il a préféré être indépendant d'eux sur ordre de la déesse Vicious car il est à un tout autre niveau. Et il n'a pas mentionné le fait qu'il est le plus bas parmi eux. Sivat s'émerveillait d'être assez spécial pour attirer l'attention de la déesse. Et quand il a remis en question sa demande, Tuka lui a dit qu'il voulait qu'il les épargne pour le moment jusqu'à ce qu'ils deviennent plus forts qu'ils ne l'étaient et viennent l'affronter pour l'achever. Siva est excité lorsque Tuka promet sa mort et lui demande comment il trouvera la force de le vaincre. Tuka répond qu'il a l'intention de se rendre au pays des monstres aux yeux d'or pour devenir plus fort, puis de retourner à Vicious et de se venger de la déesse. Sivat accepte sa proposition et est curieux de voir à quel point Tuka deviendra fort pendant son voyage. Ils conviennent de se revoir après un certain temps et de régler la question entre eux dans un combat à mort. Et Sivat lui permet de partir. Mais Tuka a refusé lorsqu'il a appris qu'il avait l'intention de se débarrasser de sa race maintenant et lui a dit qu'il avait besoin de sa force pour atteindre le pays des monstres. Sivat était impressionné qu'il veuille que Saras l'accompagne sans le consentement de Vicious, et ses partisans étaient surpris par sa décision de pardonner également à Saras, à condition qu'il se débarrasse d'elle après avoir terminé avec Tuka et a ordonné à personne ne devrait leur faire de mal pendant leur voyage. Puis ils sont partis tranquillement tandis que Tuka se sentait victorieux de son succès à convaincre Sivit de les laisser tranquilles. Sivit a été choqué lorsque lui et ses partisans ont été paralysés par le sournois Tuka, et il leur a dit qu'il n'avait pas l'intention de retarder leur combat aussi longtemps. Sivit essayait de bouger désespérément tandis que Tuka décidait de régler l'affaire, rapidement, et lance un sort de poison mortel sur eux. C'est alors que Tuka a compris pourquoi. Sivit était appelé le plus fort de l'histoire de l'humanité car c'était la deuxième fois qu'il voyait son adversaire se forcer à bouger tout en étant paralysé, et il pensait qu'il ne devait pas relâcher sa défense tant qu'il n'était pas sûr qu'il était mort. Et il a vu une lumière émanant des corps des chevaliers et a réalisé que c'était un signe de force proche. Malgré cela, voyant un grand nombre de chevaliers voler au-dessus d'eux, il décida de rester jusqu'à ce qu'il soit sûr que les 5 chevaliers soient morts, et Saras a décidé de rester avec lui en échange des bijoux du dragon bleu. Sivit a essayé de s'adresser aux chevaliers, leur ordonnant de s'en débarrasser de loin sans s'approcher. Alors Tuka a fusionné son corps avec Pigimaru après le renforcement et a fait en sorte que ses bras atteignent les chevaliers directement et lança un sort de paralysie à travers lui, les forçant à tomber. Tuka découvrit qu'il débloquait de nouvelles compétences et put les essayer sur les cadavres sans pitié, car il n'était qu'une bande de crapules comme lui. Il continua à les torturer jusqu'à la mort, ce qui fit grimper son niveau en flèche. Cependant, Sivit était encore vivant grâce à sa force extraordinaire et lui a dit avant de mourir qu'il avait abandonné d'être un héros et était devenu un simple vengeur. Le soir, il remercia Saras d'avoir choisi de rester avec lui au lieu de s'enfuir, puis se rappela que les dragons que montaient les 5 cavaliers étaient différents en taille des autres dragons, et Saras fut surpris quand il mentionna qu'il avait déjà vaincu le conquérant des héros sans connaître son identité. Le lendemain, Ayaka était surprise qu'après tout ce temps, elle n'avait toujours pas réussi à éveiller l'un de ses talents uniques. Une fille nommée Nyanton a approché le groupe de héros et leur a dit qu'elle les accompagnerait au nom de la déesse Vicious. Shoga a commencé à l'intimider et a exprimé son mécontentement qu'une fille faible comme elle leur donne des ordres, mais il est rapidement tombé au sol après avoir reçu un coup d'aile. Et tout le monde a été surpris de la rapidité et de la force avec lesquelles elle a bougé. Puis elle a dit aux autres qu'ils retourneraient à la capitale royale pour commencer la prochaine étape des tests. Ensuite, Tuka a raconté son histoire à Saras et lui a dit qu'il avait l'intention d'utiliser tout ce qu'il a gagné pour accomplir sa vengeance et écraser tout ce qui se met en travers de son chemin, car il ne se sent plus fier de lui-même. Et Saras a accepté de lui prêter sa force pour qu'il puisse accomplir sa vengeance. Il l'a averti que son voyage de vengeance sera dépourvu d'honneur, justice et les valeurs qu'elle chérit. Elle lui a dit qu'elle voulait le rembourser, car il avait risqué sa vie sans réfléchir à rien pour elle plusieurs fois, et il s'est juré de lui rendre son soutien un jour. Quelques jours plus tard, les gardes sont allés vérifier les ruines de déchets. Et ils ont été surpris de ne trouver aucun signe des monstres à l'intérieur, et ont été choqués à l'idée que l'un des exilés ait pu sortir des ruines vivant. Mais l'un d'eux a nié, car il est impossible pour quiconque exilé dans les ruines de la décharge de survivre. De l'autre côté, Tuka est allé faire du shopping et a remarqué un masque noir distinctif. Le marchand lui a dit qu'il s'appelait le Seigneur des Mouches et lui a raconté l'histoire de son propriétaire d'origine, qui a réussi à transformer une île monstrueuse en sa propre forteresse et a vaincu tous les ennemis qui ont essayé de l'envahir.
ce qui l'a conduit à se faire un seigneur démon rejeté par la source même du mal. Et bien que son armée ait finalement été anéantie, ils sont encore célèbres pour ce qu'ils ont fait. Tuka a acheté le masque et a décidé que le rôle de héros ne lui convenait plus, et il a préféré le rôle de démon. Il a ensuite porté le masque comme symbole et a juré de se venger de Vicias un jour et de la réduire en poussière sous ses pieds. Dans le royaume de Magnard, la nouvelle de la mort des 5 chevaliers est parvenue au château du Protecteur Blanc, et les membres du conseil ne pouvaient pas le croire, jusqu'à ce que Jin leur dise qu'il avait vérifié les corps lui-même. Et Vicias a dit qu'il poursuivait Saras, et Jin a ajouté qu'il avait trouvé des morceaux de ses vêtements déchirés et mêlés de sang. Alma a supposé qu'elle pourrait être morte maintenant, tandis que Vicias était dévasté par la mort des 5 cavaliers, car ils étaient son espoir de vaincre le grand roi démon, et ont décidé qu'il était temps pour les héros d'un autre monde de jouer un rôle plus important en faveur de l'Alliance Sainte. Roi Falcon du Jin a exprimé son admiration que toutes les nations comptent toujours sur Allion lorsqu'un grand mal surgit, puis a remis en question la vérité de la légende du conquérant des dieux, ce qui a un peu contrarié Vicias avant que Genossia ne change de sujet et se demande si la mort des 5 cavaliers était l'œuvre de Saras, puis a reçu des nouvelles que quelqu'un dans le royaume d'Olza prétendait être responsable de la mort des 5 cavaliers. Le lendemain, Tuka et Saras se déguisèrent et continuèrent leur voyage vers le pays des monstres. En chemin, ils ont remarqué le château pour les sports de sang à Olza, et Saras lui a dit que c'est une arène où les esclaves et les mercenaires se battent à mort sous la direction du duc, et la guilde des mercenaires dans le but de les évaluer. Ensuite, ils sont allés à l'auberge pour réserver une chambre, et Saras lui a suggéré de réserver une chambre pour eux deux, afin de réduire les frais de voyage. Il lui a rappelé que cela signifiait qu'un homme et une femme resteraient ensemble dans une chambre, et elle a rougi et a dit que cela ne la dérangeait pas. Puis ils sont allés dîner à la taverne et ont entendu des clients parler de la mort des 5 cavaliers et ont attribué leur mort à Saras, et qu'elle est morte en les combattant et qu'ils ont été éliminés par le groupe Ashin qui prétendait avoir battu les 5 cavaliers partout. Saras a chuchoté à Tuka qu'elle avait aussi entendu des rumeurs sur Ashin et qu'ils vénèrent un dieu des malédictions. Bientôt, 4 personnes avec des secrets, des visages portant des uniformes, sont entrés dans la taverne, se sont présentés comme les gardes d'Ashin et ont ordonné qu'une table soit dégagée pour eux. Tuka a estimé qu'ils ne semblaient pas être une menace pour qui que ce soit, malgré leur arrogance, mais a décidé de les laisser s'occuper du 5 mousquetaires comme ça. Ne pas attirer l'attention sur lui. Il a continué à entendre des rumeurs de clients jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un parler d'une sorcière taboue. Il n'a pas hésité à aller les voir et à leur demander de lui en dire plus sur elle en échange de payer leurs commandes à la table. Ils l'ont invité à s'asseoir avec eux et lui a dit qu'il y avait quelqu'un qui prétendait avoir rencontré la sorcière dans la capitale royale et est connu comme le plus fort combattant de Mandro. Quand il leur a demandé comment ils pouvaient le trouver, ils l'ont vu entrer dans le bar et s'asseoir au bar ressemblant à un guépard, semblable à King de la série de jeux Tekken, et ils lui ont dit que c'est le combattant le plus puissant de Mandro, et elle s'appelle Eve Speed. Eve était assise tranquillement en train de manger son dîner, jusqu'à ce qu'elle voit Tuka s'approcher d'elle et l'inviter à dîner à ses frais, en utilisant son surnom pour se présenter. Quand il lui a demandé à propos de la sorcière taboue, elle a réalisé qu'il avait entendu les rumeurs à son sujet. Puis elle lui a dit qu'elle était allée au pays des monstres, mais qu'elle ne l'avait jamais rencontré. Il a dit qu'il était curieux à son sujet, et voulait devenir scientifique à l'avenir. Elle l'a averti que le pays des monstres n'est pas un endroit où l'on peut entrer et sortir vivant. Elle a parié qu'il ne tiendrait pas 3 jours et lui a conseillé avant de partir d'apprécier sa vie de jeune homme et de ne pas prendre de risques. En route vers l'auberge, Seras lui a dit qu'Eve mentait. Et il a réalisé qu'elle l'avait fait exprès après qu'elle se soit révélée à lui. Et quand ils sont arrivés, il s'est souvenu qu'il avait oublié d'apporter de la nourriture pour Pigmaru. Alors il a décidé d'utiliser ce qu'il avait laissé dans le sac en cuir. Et Seras a été surpris qu'il ait la capacité de manger comme eux, et les 3 se sont assis et ont mangé du pain sec ensemble. Ensuite, Tuka a pensé qu'il devait trouver un moyen de convaincre Eve de lui dire où se trouvait la sorcière interdite. Il a essayé de deviner si elle avait une certaine faiblesse, et a pensé qu'il allait essayer de l'attirer avec de l'argent. D'un autre côté, Eve a rencontré une fille nommée Lisbeth, et lui a promis de la sortir d'Olsa, et lui a demandé de tenir bon pendant un certain temps. Pendant ce temps, Tuka observait Seras s'entraîner et réalisa pourquoi Sivé voulait tellement l'affronter, car elle est très douée avec une épée. Il lui a donc demandé de lui apprendre un tour qu'il pourrait utiliser pour se battre à courte distance. Seras se sentait nostalgique car elle entraînait des chevaliers lorsqu'elle était leur chef. Elle lui a demandé de l'attaquer, et quand il s'était lancé vers elle, elle lui attacha les mains derrière le dos et lui dit qu'il pouvait utiliser la technique contre des adversaires qu'il ne voulait pas blesser. Puis, elle réalisa qu'elle était trop proche de lui et recula rapidement. Il lui suggéra d'expliquer la technique sans l'appliquer si elle ne voulait pas se rapprocher de lui. Ils continuèrent à s'entraîner ensemble. Après un moment, alors que Seras lavait leurs vêtements, elle ressentit l'envie de sentir ses vêtements et réalisa qu'elle l'aimait et sentait qu'une partie de lui fusionnait avec elle. Elle fut surprise de le voir debout derrière elle après avoir remarqué que les vêtements étaient partis. Elle craignait qu'il ne l'ait vu sentir ses vêtements, alors elle lui a dit qu'elle lavait leurs vêtements ensemble. Après qu'elle se soit endormie, Tuka s'est assise pour lire le livre des arts interdits et a continué à regarder Seras pendant un moment parce qu'elle semblait si bien. Ensuite, il a pensé qu'elle essayait vraiment d'être utile en réprimant les émotions pour bien faire son travail et il devrait lui être reconnaissant. Mais elle s'est réveillée pendant qu'il pensait et quand il lui a dit qu'il ne pouvait pas encore dormir, elle lui a donné des herbes pour l'aider à se détendre. Il a pensé à essayer de mélanger ces herbes avec son cube alimentaire et une tasse. Mais après,
En le buvant, ils ont découvert que Seras avait utilisé les mauvaises herbes, car elle avait mis celles qui le gardaient éveillé et excité. Et il n'a pas cessé de transpirer jusqu'à ce qu'il décide de passer toute la nuit à lire son livre. Bien qu'il ait essayé de se distraire en lisant le livre, il retrouvait une vie normale et n'a cessé de fixer Seras comme s'il voulait la dévorer, jusqu'à ce qu'elle lui demande s'il pouvait résister aux tentations autour de lui. Il va à la fenêtre et lui dit qu'il accorde la priorité à sa vengeance avant tout, ce qui le fait se sentir contraint et incapable de se concentrer sur autre chose. Seras se tient derrière lui, s'agenouille et jure de faire tout son possible pour le libérer de ses chaînes et l'aider à mener une vie normale et paisible. Le lendemain, ils sont allés ensemble pour recueillir des informations sur Eve et Seras ont découvert qu'elle était esclave avant de devenir combattante, et son maître l'a vendue au propriétaire du château du Bloodsport. Et tout ce qu'elle fait, c'est écraser ses adversaires sur le ring et gagner de l'argent pour ses maîtres, et elle n'a pas perdu de match depuis 3 ans. Quand elle lui a dit que son combat de demain serait le dernier de sa carrière, il a réalisé qu'elle avait amassé assez d'argent pour acheter sa liberté, ce qui rendrait les négociations avec elle difficiles. Elle lui a dit qu'elle avait récolté assez d'argent pour se libérer il y a 2 ans, mais maintenant elle travaillait pour libérer quelqu'un d'autre. Et la plupart des combattants dans le sport du sang mouraient dans leur dernier combat. Il se demande si c'est l'effet de rencontrer des adversaires puissants, mais Seras soupçonne que c'est plus que cela, car le duc qui dirige le château interfère délibérément dans les combats pour mettre les combattants en difficulté. Et Tuka décide de profiter de l'occasion à son avantage. Tuka a pensé que le duc pourrait vouloir se débarrasser d'Eve en tant que combattante forte et célèbre pour passer le flambeau à la prochaine génération de guerriers. Et il a décidé de mettre son plan en agir maintenant et ne pas attendre le combat de demain. Le soir, il a rencontré Eve dans une ruelle et lui a demandé honnêtement si elle avait menti sur le fait de ne pas savoir où se trouvait la sorcière. Il a deviné qu'elle pourrait la connaître et quand elle l'a nié, elle a été surprise quand Saras les a rejoints et l'a traitée de menteuse. Eve a pensé qu'il voulait se battre avec elle et s'est demandé quel était leur objectif. Tuka a dit qu'il voulait la sauver parce que le duc s'assurerait qu'elle soit vaincue dans son dernier combat. Et il voulait l'aider parce qu'il avait besoin des informations qu'elle avait sur la sorcière du tabou. Quand il a mentionné Lisbeth, il lui a dit qu'il savait qu'elle se battait pour elle les 2 dernières années et a suggéré qu'elle l'enlève et s'échappe avant le combat. Elle a refusé car le duc et les mercenaires les poursuivraient à travers le continent si elle ne respectait pas les règles et n'obtenait pas le droit d'acheter sa liberté. Elle a été surprise lorsque Tuka a suggéré qu'elle l'emmène et se cache là où repose la sorcière interdite. Elle a dit qu'il est impossible pour quiconque d'atteindre le cœur du pays des monstres. Et il a remarqué qu'elle parlait comme si elle y était déjà allée. Il a proposé d'unir leurs forces pour y arriver et a promis de protéger Lisbeth. Elle était intriguée par son offre, mais sceptique quant à ses capacités. Il lui a dit qu'il était doué en magie malgré son apparence, ce qui suggérait qu'il n'était qu'un lâche et faible. Et il lui a avoué qu'il avait vaincu le roi des temples et les 5 cavaliers. Quand il a découvert qu'elle ne le croyait pas, il a utilisé son pouvoir paralysant sur elle pour prouver sa sincérité et lui a dit que, grâce à ce pouvoir, il avait pu vaincre Sivé et ses partisans. Ensuite, Saras s'est montré clairement et lui a dit qu'elle était la fille qu'il poursuivait à l'époque. Il a ensuite annulé son pouvoir sur elle et lui a dit que c'était à elle de décider qu'elle les croit ou non. Elle lui a dit que, de toute façon, elle devrait mener son dernier combat demain et a juré de gagner sa liberté et celle de Lisbeth par la force. Tuka lui demande si elle pense vraiment que le duc tiendra sa promesse si elle gagne le dernier combat, car il semble être un méchant d'après les rumeurs à son sujet. Mais elle insiste qu'il tiendra sa promesse comme il le fait après chaque combat, et qu'il n'est pas aussi cruel qu'il le pense, et qu'elle ne peut pas leur faire confiance quelques jours après leur première rencontre. Tuka l'a interrogé sur les raisons de sa grande confiance dans le sport sanglant, et elle a précisé qu'elle ne disait pas cela simplement pour se convaincre que tout irait bien. Avant de partir, il lui a dit qu'il prévoyait de quitter la ville le matin et qu'ils attendraient près du pont de la porte principale au cas où elle changerait d'avis. En se rendant à l'auberge, ils ont trouvé un garde de fortune devant une maison avec des gens rassemblés autour d'eux. Ils ont appris que le propriétaire de la maison était mort d'une malédiction pour s'être opposé à leur chef, Mouaji. Saras était furieuse de leur impolitesse et du fait qu'ils se donnaient le droit d'attaquer les gens. Quand elle voulait dessiner son épée et défendre une femme harcelée par eux, Tuka lui a dit de rester en place, puis a utilisé son pouvoir de furie sur eux pour les forcer à se battre entre eux et à continuer son chemin. Saras lui a alors demandé s'il pensait qu'Eve et Lisbeth seraient libres demain. Et il a répondu que d'après ce qu'il avait entendu sur son propriétaire, le duc Zouane, elle avait passé le futur en sa présence et pourrait avoir une fin horrible à sa vie. Eve, d'un autre côté, pensait que Zouane devrait se sentir bien à son sujet puisqu'elle avait accompli son devoir, donc bien, pendant tout le temps qu'elle était ici. Mais elle n'arrêtait pas de penser au doute dans sa tête et a décidé de vérifier par elle-même. Puis, elle s'est faufilée dans la chambre du duc et a surpris sa conversation avec l'un de ses partisans. Elle était surprise que les mots de Tuka soient vrais et qu'il planifiait de la tuer dans le combat de demain. Quand son partisan lui a demandé au sujet de Lisbeth, il a décidé de l'adopter dans l'espoir qu'elle deviendrait une belle femme un jour. Et forme-la. Et quand il se lassait d'elle, il la vendait à une maison close à l'avenir. Eve était furieuse de ses intentions méprisables envers eux. Et quand elle est retournée dans sa chambre, elle a trouvé Mouaji, l'arrêtant pour lui souhaiter bonne chance pour le combat de demain. Elle a donc continué son chemin en pensant à sauver Lisbeth par tous les moyens possibles. Quelques heures plus tard, Io s'est rendu à l'endroit que Tuka lui avait décrit. Il a été surpris qu'elle soit venue plus tôt qu'il ne le pensait. Mais il a compris qu'elle avait changé d'avis et décidé de coopérer avec eux. Elle leur a dit qu'elle avait des conditions en échange de ses révélations. L'endroit de la sorcière interdite. En attendant, Lisbeth travaillait tard à nettoyer le bar et le propriétaire du bar l'a réprimandé pour son travail lent alors qu'un client essayait de l'agresser et le propriétaire du bar l'a averti qu'il regretterait de l'avoir touché car
Quelqu'un d'important a l'intention de l'adopter à l'avenir. Le client s'est moqué d'elle en disant qu'elle ressemblait à une machine et qu'elle n'avait pas de sentiments. Elle lui a dit qu'elle faisait semblant d'être dure et l'a frappé délibérément pour la faire pleurer. Mais elle se souvenait quand Sève lui avait donné une petite poupée léopard et lui avait dit d'être forte. Mais l'aubergiste a continué à l'humilier, la faisant se sentir pathétique, jusqu'à ce qu'Eve fasse irruption dans la taverne, la chasse et dise qu'elle prendrait Lisbeth. Et quand elle posa sa main sur son fourreau d'épée, l'aubergiste s'agenouilla devant elle, la suppliant de lui pardonner, et lui dit que Xuan lui avait ordonné d'être cruel envers elle. Et elle a promis qu'elle ne dirait à personne où elles allaient ensuite. Elle lui a dit de leur dire qu'elle allait vers le sud pour chercher Lisbeth après sa disparition soudaine. En partant, Lisbeth fut horrifiée de voir Tuco portant un masque. Après leur départ, il s'approcha de l'aubergiste et lui dit que son acte ridicule ne le tromperait pas comme il l'avait fait avec Eve. Il décida de se débarrasser d'elle après qu'elle lui ait rappelé son passé douloureux avec. Il lui a jeté des sorts de paralysie, de poison et d'obscurité tout à la fois et a pensé faire croire qu'elle était victime d'un vol en la poignardant avec un couteau. Il a ensuite rejoint les autres et a commencé leur voyage vers le pays des monstres. Il a décidé de révéler sa véritable identité et a dit à Eve son nom ainsi que celui de Sarah. Il a averti Lisbeth qu'ils allaient entreprendre un voyage où ils pourraient perdre la vie, mais elle ne se souciait pas du danger tant qu'elle était avec Eve. Eve lui a demandé pourquoi il voulait rencontrer la sorcière, et il lui a parlé du parchemin magique qu'il ne pouvait pas déchiffrer. Elle était soulagée qu'il n'ait aucune intention de lui faire du mal, et a décidé de lui accorder sa loyauté. Quand il s'est émerveillé de sa confiance soudaine en lui, elle a dit qu'il avait de nombreuses façons brutales d'obtenir des informations d'elle, mais il a choisi la paix, ce qui montre qu'il est une bonne personne. Sarah se demandait s'il serait acceptable d'emmener une jeune fille pour le voyage, et Tuca a juré de la protéger à tout prix. Il voulait également les inclure dans leur groupe, car Eve avait une expérience considérable dans le pays des monstres, et avait un lien avec la sorcière. Et Lisbeth était selon les rumeurs une elfe noire, la même espèce que la sorcière. Après un moment, ils se sont retrouvés poursuivis, et Tuca se demandait comment les mercenaires savaient où ils étaient. Eve se souvenait de quand Mouadji l'a rencontré dans le couloir, et a réalisé qu'il savait où il se trouvait grâce à elle. Elle a donc demandé à Tuca de prendre Lisbeth et de la laisser, mais il a décidé de leur tendre des pièges à l'avance et se battre à ses côtés. Ensuite, ils ont attaché des fusées éclairantes sur le dos des chevaux et les ont laissés partir pour attirer l'attention de la première vague de poursuivants et les rattraper. Tuca ordonne à Eve et Lisbeth de se cacher dans le bois et leur dit qu'il a besoin de Saras pour l'instant pour exécuter son plan. Trouvant Mouadji très intelligent, il murmure à Seras pour lui dire quoi faire. Quand Eve lui demande à propos de son plan, il lui dit qu'il a l'intention d'attirer la deuxième vague de poursuivants dans un endroit où ils peuvent les vaincre. Seras va attirer Mouadji dans la forêt, mais il se rend vite compte qu'un piège a été tendu pour son peuple. Quand elle lui apparaît déguisée, il propose de lui remettre Eve et Lisbeth en échange de son pardon et de rejoindre son groupe à Champ. Et si elle refuse, il la fera souffrir jusqu'à la mort avec ses malédictions comme il l'a fait avec la 5 cavaliers. Seras a feint l'ignorance et l'a trouvé en train de parler de sa défaite contre les 5 cavaliers, comme s'il l'avait vraiment fait. Elle a décidé de l'attirer en acceptant ses demandes en échange de sa promesse de garantir la sécurité d'Eve et de Lisbeth. Quand elle leur a demandé de la suivre dans la forêt, Mouadji a compris qu'elle essayait de les attirer avec ses mots et a dit à ses partisans d'être prêts à toute attaque qui pourrait survenir. Seras a découvert que les Achans utilisaient une forme avancée de poison sur leurs flèches pour leur malédiction après avoir remplacé la guilde des mercenaires qui avait été anéantie par un héros d'un autre monde. Mouadji lui a dit que la mort des chevaliers était l'occasion parfaite pour eux de renforcer la foi des gens dans leur malédiction. Elle lui a demandé ce qu'il cherchait à prouver pour montrer son pouvoir et il lui a dit qu'il voulait utiliser le duc pour créer un rôle majeur pour Achant dans le pays afin de pouvoir le contrôler complètement. Quand Seras a nié que quelqu'un était avec elle, il ne croyait pas qu'elle avait décidé de les affronter seule et soupçonnait que quelqu'un se cachait autour. Puis Seras a décidé de révéler son identité et lui a dit qu'elle faisait partie de ceux qui ont combattu les 5 cavaliers. Mais Mouadji n'était pas convaincu qu'elle pouvait les vaincre seule, ne croyant pas qu'elle pouvait vaincre l'homme le plus puissant de l'humanité, Sivette. Il a ensuite sorti son plus puissant adepte et lui a dit qu'il était Bilgor, le dernier adversaire qu'Eve affronterait jamais, alors que lui et son frère Varéjan sont les deux frères les plus puissants d'Achant. Et Seras se retrouva entouré de toutes parts, alors que Mouadji contemplait avec confiance ce qu'il avait l'intention de lui faire. Seras a décidé de l'accompagner et de s'agenouiller devant lui, jusqu'à ce que Tuca décide de lancer son attaque contre eux et de les paralyser avant qu'ils ne s'en rendent compte à travers Pijimaru. Ensuite, il leur est apparu et a dit à Mouadji qu'il avait réussi à écraser ses partisans pendant qu'il bégayait, et qu'il était maintenant la proie. Tuca a ensuite lancé un sort de poison sur lui, et lui a dit qu'il l'avait délibérément forcé à ne pas entrer dans la forêt par la branche cassée, afin qu'ils soient tous à portée de ses attaques dans la cour extérieure. Mouadji et ses partisans se sont bientôt effondrés à cause de la grande dose de poison qu'ils ont reçue et sont morts. Tuca a demandé à Seras de retourner auprès des autres et de les informer de la situation. Lorsqu'il réalise que la première vague de poursuivants est en route, il décide de leur tendre un piège à plus grande échelle. Quand il veut se réunir à nouveau avec Pijimaru, il découvre qu'il souffre d'une diminution de force en raison de sa fusion avec son corps. Eve va vers lui et offre son aide. Il lui demande si elle peut déterminer le nombre de soldats dans la première vague, ce qu'elle peut faire grâce à ses capacités de tigre. Alors qu'il s'approche d'elle et pense l'avoir attrapée, Tuca apparaît de nulle part et les immobilise.
Il a juré de la tuer et de forcer Lisbeth à porter son masque de tigre tout en servant les clients. Quand Tuka a voulu utiliser sa capacité paralysante sur eux, il a réalisé qu'il y avait une limite au nombre de cibles sur lesquelles il pouvait l'utiliser. Yves a saisi l'occasion d'attaquer les chevaliers restants du duc et d'éliminer, eux provoquant la colère de Zwan qui jura de ne pas les laisser s'échapper. Eve se tourna vers ses derniers partisans et continua à les déchirer à l'épée jusqu'à ce qu'il ne reste que Zwan. Il a décidé de battre en retraite et a promis qu'il s'assurerait qu'ils auraient une fin cruelle à l'avenir. Mais Tuka l'a paralysé avant qu'il ne s'échappe et a fini par mourir de la main d'Eve d'un seul coup d'épée. Tuka a ensuite décidé de se débarrasser d'Ash, des cadavres sans laisser de traces, grâce à sa capacité de congélation afin de simuler la mort des soldats du duc et de renforcer le mensonge de leur défaite face aux 5 chevaliers. Et après les avoir tous congelés, il a écrasé leur corps avec sa hache jusqu'à les réduire en miettes. Jin était choqué par la nouvelle de la disparition de tout le groupe Achan et se sentait dans l'embarras car il ne savait pas comment l'expliquer à Vicious. Alors il a ordonné à ses partisans de retrouver le groupe Achan à tout prix, tandis que Tuka et les autres utilisent une grotte comme refuge jusqu'au matin. Ensuite, Tuka et Seras s'assit à garder Eve et Lisbeth pendant qu'elle dormait. Il était curieux de toucher l'oreille d'elfe de Seras. Quand il l'a touchée, il a ressenti une étrange sensation. Sentiment étrange jusqu'à ce qu'elle commence à se sentir gênée. Elle lui a ensuite demandé s'il avait des sentiments particuliers pour Eve ou Lisbeth, et il lui a dit qu'Eve est un peu comme son oncle, car sa tante et son oncle sont la seule raison pour laquelle il veut retourner chez lui. Bien que Lisbeth pense qu'elle lui ressemble beaucoup, car il était une personne faible comme elle dans le passé. Il lui dit ensuite qu'elle peut le guider dans son voyage de vengeance, car il n'est pas une bonne personne et n'a pas l'intention de sauver le monde. Ne cherche qu'à se venger de la déesse Alain. Elle lui dit qu'elle n'a pas l'intention de partir car elle a ses propres opinions sur Vicious. Il a décidé de la récompenser en exaucant une seule demande, peu importe laquelle, et lui a dit de réfléchir jusqu'à ce jour. Et quand elle s'est endormie, il a veillé sur eux trois toute la nuit. Et de l'autre côté, Ayaka s'entraînait au sabre avec Niantan et ils ont convenu de garder leur entraînement ensemble secret entre eux. Ayaka était curieuse de savoir pourquoi Niantan avait accepté de l'aider en secret. Et Niantan lui a dit qu'elle ressemblait beaucoup à sa jeune sœur et pourrait tomber proie à l'intrigue et à la violence si elle était plus faible que ses adversaires. Le lendemain matin, Tuka a acheté une nouvelle robe pour Lisbeth afin de continuer leur voyage. Ensuite, Seras a proposé qu'ils pensent à un nom pour leur groupe et elle a suggéré les soldats du Seigneur des Mouches. Tuka a remarqué un arbre géant pourri et Eve lui a demandé de mettre de la magie dans sa main droite. Et quand il l'a fait, il a découvert qu'elle avait la capacité de suivre des cibles grâce à une capacité héritée de sa tribu et ils ont pu localiser une sorcière taboue dans la région. La nuit, Tuka a réfléchi à savoir s'il avait raison sur l'idée de se venger de la déesse ou s'il était juste un imbécile honteux et a constaté que la flamme de la vengeance en lui ne s'estompait pas avec le temps et a juré de lui faire voir l'enfer de ses propres yeux et a décidé d'utiliser sa présence dans le pays des monstres pour améliorer ses compétences et ses statistiques afin de combler l'écart entre lui et les héros de rang S. Le lendemain, la déesse Vicious a admiré le niveau des héros et leur détermination à améliorer leurs statistiques, mais leur a dit qu'il manque encore de techniques et de compétences de combat, et a décidé de faire venir les meilleurs chevaliers de tous les pays pour les entraîner, puisque leur bataille avec l'Empire du Roi Démon pourrait dépasser les attentes. Puis elle a dit à Niantan qu'il devrait continuer à entraîner les héros et à augmenter leur niveau, puisqu'elle prévoit de les envoyer dans le pays des monstres à l'avenir. D'un autre côté, Lisbeth a décidé de porter seule les bagages pour soulager les autres, et leur donner l'occasion et l'espace de se préparer pour tout. Attaque soudaine sur leur chemin. Et pendant qu'ils se rendaient à l'endroit désigné, ils ont trouvé un monstre près d'eux et se sont cachés dans l'herbe. Puis Eve a essayé de l'affronter avec son épée, mais elle n'a pas pu pénétrer son corps solide. Alors Tuka l'a éliminé avec ses capacités. Après avoir terminé la première étape de l'affrontement avec les monstres, Tuka a réalisé qu'ils étaient faibles comparés aux monstres qu'il avait rencontrés dans les ruines. Et lorsqu'ils ont examiné livre, ils ont découvert que le monstre qu'ils avaient vaincu était le créateur d'un outil interdit, une pierre qui change la voix de celui qui porte le masque du Seigneur des Mouches. Il a donc décidé de donner la pierre à Steras sans hésiter. Quand ils ont continué leur voyage, Tuka a délibérément laissé Lisbeth se débrouiller seule et a traversé vers l'autre côté des petits cailloux sur la rivière. Quand elle a failli tomber, il a utilisé Pijimaru pour la rattraper. Quand elle les a atteints, elle a demandé de quoi il parlait. Yves lui a dit qu'il devinait quel genre d'enfant viendrait de l'accouplement de Tuka et Saras traversait vers l'autre côté. Elle a glissé en entendant ça. Après cela, il a décidé de lui donner son manteau pour qu'elle ne prenne pas froid. Alors qu'ils continuaient leur chemin, Eve s'est arrêtée après avoir ressenti la présence d'un nombre de monstres puissants et elle a dit à Tuka qu'elle ne pouvait pas les vaincre. Il a réalisé qu'ils étaient probablement les monstres qui avaient forcé elle et Lisbeth à fuir dans le passé, alors il a décidé de battre en retraite tout en analysant la puissance des monstres. Quand il les a vus approcher, il s'est excité et les a immobilisés. Puis a utilisé la capacité frénésie et les a fait saigner de toutes les parties de leur corps, puis a continué à les regarder souffrir jusqu'à la mort. Ensuite, il s'est approché des cadavres, et ont commencé à collecter la substance visqueuse à la surface de leur corps pour préparer une solution fortifiante pour Pijimaru plus tard. Les capteurs d'Eve et de Sarah ne détectaient aucun mouvement et ils se préparaient à tout mouvement soudain. Mais Pijimaru a remarqué que la source du danger provenait du sac de Tuka et a réalisé que l'œuf en sa possession était sur le point d'éclore. Une fois l'œuf complètement éclos, un petit cheval blanc est sorti de l'œuf, et Tuka a remarqué qu'il avait grandi en taille.
bataille. Aucun d'entre eux ne pouvait déterminer si le cheval était un ennemi ou un allié, alors ils ont continué à l'observer jusqu'à ce qu'ils soient sûrs qu'il n'avait pas de sentiments hostiles envers eux. Tuka réalise qu'il a peut-être grossi en absorbant la magie autour de lui et décide de lui donner une plus grande quantité de sa propre magie. À leur grande surprise, il se transforme en cheval noir assez grand pour transporter des bagages. Tuka a découvert que le cheval souhaitait encore obtenir plus de magie, bien qu'il ait déjà consommé 1000 points de magie de Tuka. Mais Tuka ne s'est pas gêné pour lui en donner plus, jusqu'à ce qu'il atteigne 10 000 points, puis le cheval s'est transformé en une forme majestueuse et est devenu comme un monstre géant. Tuka a décidé de le nommer Sleipnir, d'après le cheval qu'Odin montait dans la civilisation scandinave, étant un cheval fictif à 8 jambes avec une apparence majestueuse. En attendant, les héros de l'autre monde dans la forêt éliminaient de faibles monstres en échange de quelques points d'expérience, ce qui rendait Takuto contrarié par le mépris de l'officiel pour eux, et il décida de lui donner une leçon et de leur montrer qui il est. Le soir, Agito, l'un des entraîneurs des héros, pensa qu'il les avait peut-être poussés trop loin après avoir senti que quelqu'un était à proximité, et leur dit de battre en retraite pendant que les tigres épais s'occupaient de l'ennemi. À ce moment-là, un groupe de monstres est apparu que Tuka avait déjà écrasé, et lorsqu'ils ont réussi à en éliminer certains, Agito a remarqué qu'un groupe de monstres avait changé de cap pour viser les étudiants. Abyss a donc décidé de s'occuper d'eux, mais Takuto l'a devancé et a réussi à brûler un grand groupe d'entre eux grâce à son talent unique et s'est vanté de sa force devant tout le monde. Pendant ce temps, Tuka et ses compagnons séjournaient dans une grotte à proximité et ont découvert que grâce au Sleipnir, ils se déplaçaient plus rapidement que d'habitude et qu'ils seraient en mesure d'atteindre la sorcière Tabou en un rien de temps. Puis, il a remarqué une étrange lumière à l'horizon, et quand il a vu que la lumière venait de la direction nord-est, il s'est rendu compte qu'elle venait de la direction d'Alian, où vivait son grand ennemi Vicious. Lorsqu'ils sont sortis, ils l'ont trouvé assis parmi des cadavres de monstres. Il leur a dit qu'il avait ressenti leur présence pendant qu'ils dormaient et avait décidé de prendre les choses en main sans les déranger, laissant Eve incapable de saisir l'étendue de son pouvoir, tandis que Saras ressentait qu'il était un rayon d'espoir dans le cauchemar de Monsterland et qu'il pouvait rendre l'impossible possible. Tuka décide de prendre un raccourci et leur dit qu'ils doivent aller aussi loin qu'ils peuvent avant qu'il pleuve. Tuka était curieuse de demander à Lisbeth si elle pensait que Monsterland était un endroit effrayant, et elle a répondu qu'elle trouvait que tout allait bien. Parce que d'après Saras, tant qu'il était en vie, ils pourraient atteindre leur destination en toute sécurité. Et Tuka a réalisé qu'ils lui faisaient tous implicitement confiance, et il a décidé de ne pas trahir cette confiance quoi qu'il arrive. Ensuite, ils ont atteint l'entrée des ruines, ce qui signifiait qu'ils approchaient enfin de l'endroit de la sorcière, et Eve se sentait reconnaissante qu'elle pourrait vivre avec Lisbeth dans un pays paisible, loin des guerres. Mais bientôt, ils ont été surpris lorsqu'une entité suspecte est apparue de nulle part, juste derrière Eve, et avec sa réaction rapide, elle a pu la tuer d'un seul coup. Bien que le monstre soit maintenant mort, Tuka s'émerveille de l'anxiété aiguë qu'il a ressentie au moment où il est apparu. Puis ils ont été surpris lorsque le monstre a poussé un cri fort qui a duré plusieurs secondes. Et Tuka a réalisé qu'il avait invoqué une armée de monstres avant sa mort, et qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant qu'il ne soit entouré de toutes parts. Eve décide de se sacrifier et de jouer le rôle d'appât pour gagner du temps pour les autres, s'échapper et atteindre la sorcière. Elle dit que ce qui se passe maintenant est le résultat de son imprudence, et qu'elle doit en assumer seule la responsabilité. Il lui a alors dit qu'elle se sentait mal à l'aise à propos de sa décision de tuer le monstre, car aucun d'entre eux ne l'avait remarqué avant qu'il n'apparaisse devant eux, et qu'il aurait dû utiliser l'immobilisation dès qu'il a vu le talent. Il a décidé d'assumer la responsabilité avec elle puisqu'il avait le plus de chances de survivre. Il s'est ensuite préparé à affronter la nuée de monstres avec Sleipnir et Pijimaru et leur a dit que cette équipe pourrait arrêter les monstres. Il leur a dit de le précéder là où se trouve la sorcière car il n'a pas l'intention de sacrifier quelqu'un du groupe. Il a dit à Saras qu'il lui laissait le reste, au cas où il ne pourrait pas revenir. Pendant ce temps, les Sword Tigers se préparèrent pour toute attaque de monstres imminente et ordonnèrent aux étudiants d'évacuer les lieux immédiatement, Ayaka protégeant tout le monde, tandis que les rangs A et S tentaient d'éliminer autant de monstres qu'ils le pouvaient, bien que Takuto ait senti qu'ils n'étaient pas à la hauteur de ce type de monstres et qu'ils n'étaient que des obstacles sur leur chemin. Tuka, quant à lui, sentit l'approche des monstres. Alors, il renforça le pouvoir de Sleipnir en lui donnant plus de puissance magique et décida de laisser Pijimaru initier l'attaque. Puis, il lui fit utiliser son pouvoir dans la pierre sonore à l'intérieur de son masque pour émettre une fréquence élevée de cris vers les monstres afin de les provoquer davantage et de les forcer à le poursuivre. Bien que Tuka prétendait être fort tout le temps devant tout le monde, à l'intérieur, il s'inquiétait de mourir dans cette bataille à cause de la force des monstres à visage humain, et il a demandé à Pijimaru et Sleipnir de lui prêter toute leur force pour protéger ses camarades. Ayaka, d'autre part, il a été surpris que 2 étudiants du groupe de Tomohiro soient morts, mais il semblait indifférent à eux, croyant que la sécurité des héros de haut rang comme lui-même devrait être prioritaire et les blâmant pour l'échec de leur survie. Ayaka est furieuse et lui dit qu'il aurait dû utiliser son pouvoir pour protéger ses coéquipiers. Et parce qu'il sait qu'elle a raison, il se précipite vers elle et lui dit de se taire. Il lui dit de ne pas agir comme si elle était meilleure que lui.
et d'arrêter d'être si condescendant. Puis il a ajouté qu'il avait pu rester en vie grâce à sa force, pas parce que ses coéquipiers étaient morts parce qu'ils étaient faibles et qu'ils méritaient de mourir parce qu'ils ont été les premiers à se moquer de Tuka quand il a été exilé dans les ruines. Takuto l'interrompt et le traite de nul pour sa réaction face à leur mort, lui dit qu'il doit prouver qu'il est le meilleur s'il veut gagner le respect de tout le monde. Puis il pointe son épée vers lui en lui disant que ce qui fait de lui un nul, c'est qu'il a perdu son esprit devant les mots d'Ayaka et qu'il a un pouvoir au-delà de sa véritable stature. Tomohiro pointe Ayaka et lui dit qu'elle n'a pas encore appris sa compétence unique, bien qu'il y ait d'autres qui ont été capables d'activer leurs compétences qui sont inférieures à elle, ce qui signifie que le rang ne détermine pas si quelqu'un est puissant ou non. Puis appelle Takuto un vrai monsieur personne pour penser qu'il est meilleur qu'eux, juste parce qu'il est un rang S. Takuto se tourne vers Ayaka et lui dit qu'il pourrait devoir admettre qu'elle les gêne parce qu'elle n'a pas les compétences pour se battre. Ayaka se sent frustrée et se rend vite compte que Kobato n'est pas là. Eve, quant à elle, veut rattraper Tuka puisqu'il n'est pas en état de combattre l'armée de monstres tout seul car il n'a pas assez dormi depuis leur arrivée au pays des monstres, et ajoute qu'elle a suffisamment de compétences pour avoir un avantage contre les monstres. Elle a ensuite demandé à Lisbeth d'écouter ce que Saras a dit qu'elle s'excusait et qu'elle reviendrait avec Tuka sain et sauf. Pendant ce temps, Tuka a commencé à attaquer les monstres avec Pijimaru. Et il réussit à les faire s'attaquer les uns les autres avec le sortilège de frénésie, tout en utilisant une capacité paralysante sur un groupe d'entre eux. Il découvrit que ces attaques ne lui donnaient que quelques secondes en raison de leur adaptation à ses sorts. Au fil du temps, il commença à sentir que la pluie lui bloquait la vue et il ne pouvait pas percevoir les mouvements des monstres derrière lui. À cause du faible ? Son et son union avec Pijimaru dureraient seulement 10 minutes. Alors, il a décidé de revenir au point de départ et a commencé à courir vers eux. Et quand il a été entouré de tous, il a utilisé ses sorts sur eux tous jusqu'à ce qu'il ait très peu d'énergie magique restante. Après cela, il a atteint la distance appropriée entre lui et les monstres, puis il a utilisé ses statistiques restantes pour les éliminer afin de gagner des points d'expérience et de monter de niveau. Et il a réussi à augmenter ses statistiques et à les restaurer complètement, puis il a continué à éliminer des monstres et à gagner plus d'expérience. Mais il a vite trouvé d'énormes monstres qu'il poursuivait, alors il les a esquivés jusqu'à ce qu'ils soient juste devant lui. Ensuite, il a utilisé Pijimaru pour les immobiliser dans Rampage et il a réussi à les écraser et à augmenter son niveau à nouveau. Mais les monstres ont continué d'augmenter jusqu'à ce qu'ils se retrouvent tombant du sommet du Sleipnir. Il n'avait pas d'autre choix que de continuer à utiliser ses sorts en restant debout et à éliminer les monstres autour de lui un par un. De l'autre côté, Kobato était assis seul, serrant son épée, se sentant effrayée et certaine que ce n'était qu'une question de temps avant sa mort, quand Eve apparut devant elle et se demanda pourquoi elle était seule dans les profondeurs de la forêt. Puis elle s'approcha d'elle et sentit qu'elle avait l'air très... Tout comme Lisbeth, lorsqu'elle a essayé de poser sa main sur elle, elle a été frappée par la capacité d'Itsuki et ne pouvait plus parler. Elle a vite réalisé que ces deux filles faisaient partie des héros convoqués par Vicious pour vaincre les forces du mal. Eve et Itsuki commencent à se battre et elle se demande si elle peut bouger après avoir reçu 2 étourdissements, mais elle continue de l'attaquer jusqu'à ce qu'elle soit sur le point de la mettre KO. Mais sa sœur Hijiri l'arrête en réalisant qu'Eve n'est pas un monstre et que son comportement est différent de celui des autres créatures de la forêt. Ensuite, elle s'est approchée d'elle et s'est excusée pour les ennuis causés par Itsuki. Puis Itsuki l'a suivie, se sentant gênée d'avoir précipitamment attaqué. Eve s'est rendu compte qu'Hijiri est à la fois rationnelle et prudente. Et pour une raison quelconque, les trois lui rappellent Tuka. Hijiri se présente ensuite et lui dit qu'elle a entendu des rumeurs récemment sur la disparition d'un guerrier de Tiger Bloodsport. Et quand elle lui demande si elle cherche quelqu'un, elle lui répond qu'elle cherche son maître. Hijiri s'est rendu compte que son maître pourrait survivre à l'attaque des monstres par lui-même et a tranquillement laissé Eve continuer sa recherche. Pendant ce temps, Tuka avait abattu un grand nombre de monstres et bien qu'il ait encore beaucoup de points de magie, il sentait que ses compagnons avaient atteint leurs limites. Et il a découvert qu'il avait atteint un niveau supérieur à 2000, mais ses blessures et ses points de magie ne guérissaient pas et il a commencé à se sentir faible. Puis il a réalisé qu'il ne restait qu'un seul monstre, mais il se cachait quelque part autour de lui et il a deviné que le monstre avait découvert sa faiblesse. Puis le monstre à visage humain est apparu et s'est précipité vers lui. Il a décidé de l'attaquer, mais avant qu'il ne puisse lancer son sort, le monstre l'a attaqué et a réussi à le toucher avec l'un de ses lasers. Et Sleipnir a été frappé par un coup qui l'a fait trébucher et tomber au sol. Tuka sentait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit fini, alors il a demandé à Pijimaru de faire une dernière mission pour lui, puis le monstre était sur le point de lancer sa dernière attaque contre lui, mais il fut surpris par sa disparition et se rendit vite compte que Sleipnir était derrière lui et que Tuka apparut de nulle part, atterrissant sur lui depuis le ciel tout en utilisant le sort de paralysie et d'agitation en même temps, réussissant à le terminer après avoir utilisé son masque comme appât pour le distraire. Quand il vérifia ses statistiques, il trouva que sa situation était très critique, puis il monta de niveau et réussit à activer une nouvelle compétence, et quand il a voulu retourner auprès de ses camarades après la bataille, il a trouvé que ses jambes étaient en mauvais état et il ne pouvait pas se lever. Mais il a remarqué que quelqu'un se cachait derrière l'herbe et il s'est avéré que c'était une bête sauvage. Et quand il a sauté vers elle pour l'attaquer, Eve est apparue de nulle part et l'a coupé en deux. Tuka se retrouve sur l'épaule d'Eve avec Sleipnir et Pijimaru de retour. Jusqu'où sont les autres? Il s'émerveille de sa force physique pour les porter tous les trois,
une fois, et elle lui dit que son endurance est l'un de ses points forts. Il était soulagé et lui a dit qu'elle avait pris la bonne décision et qu'il valait mieux pour lui rester mort, car il lui gênerait lorsqu'il serait temps de se venger de Vitus. Ils sont retournés à Saras et Lisbeth et il leur a demandé de vérifier Sleipnir, qui avait une blessure à la patte arrière. Le soir, Eve a décidé de monter la garde pour la nuit, pendant que Saras soignait la blessure de Tuka et recousait son manteau, bien qu'il ne puisse pas dormir, à cause du stress. Il lui a dit qu'il ne l'avait pas fait depuis la dernière fois qu'il avait vu sa tante, alors elle lui a demandé de ne pas tout prendre sur lui seul, car elle avait peur pour lui chaque fois qu'il décidait de prendre la responsabilité de tout le monde sur ses épaules. Il lui tapota la tête et lui demanda de le soutenir autant que possible, afin qu'ils puissent tous les protéger. Puis il se souvint de la personne lâche et faible qu'il était autrefois, et que s'il était resté le même, il n'aurait pas pu arriver aussi loin. Au bout d'un moment, Tuka s'est endormie, et Saras voulait se lever sans le réveiller, mais elle a trébuché et a failli tomber sur lui. Mais elle était proche de lui et elle a ressenti l'envie de l'embrasser, mais c'était un baiser rapide et elle l'a regretté rien qu'en y pensant. Tuka s'est réveillé et a trouvé Saras allongée à côté de lui et a senti que quelque chose n'allait pas avec ses lèvres. Quand il lui a demandé si elle souffrait d'insomnie, il a été surpris qu'elle s'excuse auprès de lui pour une raison quelconque, et a décidé d'utiliser un sort de sommeil pour l'aider à se détendre et à réaliser qu'elle l'avait embrassé pendant qu'il dormait. Itsuki, quant à elle, était en chemin pour retrouver le reste des héros et était curieuse de demander à Kobato pourquoi elle a rejoint le groupe d'Asahi alors qu'elle aurait été mieux adaptée pour le groupe d'Ayaka. Elle a répondu qu'elle avait rendu l'appareil après qu'Asahi l'ait aidé à réussir les tests de DS et qu'elle devait rester dans son groupe malgré le danger que représente quelqu'un comme Asahi. Le lendemain, Tuka et ses compagnons ont poursuivi leur voyage vers la sorcière. Saras lui a confié qu'il y avait quelque chose qu'elle voulait lui avouer un jour et lui a demandé de lui donner du temps pour se préparer. Intérieurement, elle a décidé qu'elle devait lui avouer son amour, même si cela signifiait détruire leur relation actuelle ou perdre sa confiance. D'un autre côté, Tuka était sûr qu'elle finirait par lui avouer, mais il devait faire semblant de ne rien savoir pour le moment. Après un moment, ils ont remarqué un seau magique sur les arbres autour d'eux, et lorsque Saras a remarqué que le seau semblait un peu vieux, Tuka espérait que la sorcière était encore en vie. Ensuite, ils ont trouvé une statue de pierre mobile devant eux, mais Tuka a utilisé paralysie pour l'arrêter sans le détruire, afin que la sorcière n'ait pas une mauvaise impression d'eux. Puis, ils ont trouvé une petite maison près de l'arbre, et en entrant, ils ont découvert un tunnel souterrain secret, et ont constaté qu'il y avait beaucoup des statues de pierre travaillant sur une excavation. Ensuite, ils se dirigèrent vers une porte magique, et Tuka leur donna de son énergie pour pouvoir l'ouvrir. Pendant ce temps, Kobato et les sœurs retrouvèrent les autres. Asahi lui donna un câlin chaleureux, tandis qu'Ayaka était soulagée d'être à nouveau en vie. Kobato sentit qu'elle devait devenir plus forte et arrêter d'être une pigeonne timide. Alors Kijiri réalisait qu'elle avait pris la bonne décision en cherchant Kobato, et que les soldats qu'ils avaient rencontrés la veille étaient censés tuer tous les héros des autres mondes. Tuka et ses compagnons ont été stupéfaits en passant par la trappe et en voyant le ciel souterrain, pensant qu'ils étaient passés dans une autre dimension. Mais ils ont vite vu Elf apparaître au mur de son château et ont réalisé qu'elle était la sorcière taboue qu'ils cherchaient enfin, nommée Erika. De l'autre côté, Vicius ordonna la convocation des 4 saints et héros après avoir appris que les forces de l'Empire du Roi Démon avaient commencé à bouger, et elle se sentait confiante que ces héros seraient capables de résister au Roi Démon et de l'arrêter, tandis que Tuka se sentait victorieux d'avoir trouvé Erika et estimait qu'il était temps pour lui d'avoir le pouvoir de réaliser sa vengeance et jura d'anéantir Vicius.